Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Talkie Oui Oui. Un numéro où on va parler de lesbianisme politique, de féminisme matérialiste, de femmes et de prison, mais aussi de Monique Wittig. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Madame Natacha Chetcuti, Ozorowicz. Oui, absolument. Je ne me suis pas trompé sur le nom. Ça va. Parfois, j'ai un peu des difficultés, je vous préviens. Mais je suis très content de vous recevoir. Je vais vous présenter un petit peu. Vous êtes donc sociologue et anthropologue. Vous êtes maître de conférences en sociologie. Vous êtes enseignante-chercheuse, membre du laboratoire Changement social et politique à l'université Paris-Cité. Oui, C'est ouais. ça. Vous travaillez sur les questions de genre, de sexualité, de théorie féministe, mais aussi sur le monde carcéral, sur les pratiques minoritaires. Et vous êtes aussi une des spécialistes de Monique Wittig et du lesbianisme politique. On va parler de tous ces sujets. Vous êtes l'autrice de plusieurs ouvrages. J'en ai sélectionné quelques-uns, c'est ceux que j'ai lus. Il y a tout d'abord celui-ci, Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi, aux éditions Payot. Ouais. C'est tiré de votre thèse, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Que j'ai soutenu le 18 décembre 2008 à l'EHESS. D'accord. Et voilà. Et c'est vraiment une enquête de terrain auprès de femmes lesbiennes et autour de leurs pratiques, de leur essai. On va en parler juste après. Il y a aussi celui-ci, La pensée Wittig, une introduction, coécrit avec Sarah Garbagnoli. Je ne sais Oui. pas si je me Oui, trompe, oui, non, c'est Garbagnoli, ça. Ouais. aux éditions Payot. Payot. Là aussi, on va y revenir. Grande figure, Monique Wittig, qui a peut-être été un petit peu oubliée pendant un moment et qui revient sur le devant de la scène. On va y revenir. Et enfin, celui-ci, dans un autre genre, mais qui nous intéresse beaucoup. Femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité, aux éditions La Dispute. Ouais. Et ça, c'est votre dernière enquête, c'est C'est ma dernière enquête, absolument, qui était en fait liée aussi à mon habilitation à diriger des recherches. D'accord. Voilà. Et on va en reparler. Ouais. Donc, C'est voilà. vos questionnements du moment sur femmes et milieu carcéral ou, Alors maintenant, ils ont encore rebougé parce qu'on bouge tout le temps. Le livre est paru en 2021. Alors par ailleurs, je coordonne avec Amélie Bescon et Valérie Carr un séminaire genre et monde carcéral depuis presque 10 ans. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai d'autres questions qui surgissent, Ouais. notamment autour des questions de capitalisme, santé mentale. D'accord. Mais bon, voilà, Ça rien fait n'est fait partie pour des l'instant. sujets Voilà. de discussion. Merci à tous. D'ailleurs, bienvenue au chat. Je rappelle les gens, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, qu'on peut faire ces émissions que grâce à votre don, grâce à votre soutien. N'hésitez pas à faire des abonnements, à lancer des bits. Il y a aussi les liens en description sur YouTube. Dans les descriptions, il y a les liens du Tipeee et aussi du Streamlabs. Donc, n'hésitez pas à donner, ça nous fait plaisir. Et comme d'habitude, je ne vais pas trop couper la parole pour dire merci. Donc, je vous dis Non. merci immédiatement. Merci de faire vivre des médias comme ça. Merci à vous. Et donc, alors, avant qu'on aille sur votre travail, j'aimerais bien déjà qu'on parle un petit peu de votre parcours. Vous êtes sociologue et anthropologue. Est-ce que vous dites un peu plus l'un ou l'autre? Et ce serait quoi la différence entre les deux? En fait, je suis sociologue, mais il se trouve pas du tout. C'est pas un hasard du tout, mais j'ai fait ma thèse au laboratoire d'anthropologie sociale à l'EHESS. D'accord. Et donc mon diplôme de doctorat est un diplôme d'anthropologie sociale, mais du côté des instances académiques, je suis qualifiée en sociologie. D'accord. Voilà. Après, donc ça, c'est sur les questions Ouais, disciplinaires. les noms Voilà. officiels. Voilà. Après, sur les méthodes, au fond, dans ma pratique de l'enquête, j'emprunte plein de méthodes de l'anthropologie, Ouais. notamment de l'observation participante, de l'enquête in vivo. Mm. Bon, les frontières sont moins Oui. fortes aujourd'hui, Que mais dans elles le le passé. sont dans le champ disciplinaire, notamment, on en parlait tout à l'heure, mais dans un contexte d'affaiblissement des postes, Ouais. l'anthropologie est encore plus pauvre que la sociologie. Ah oui, d'accord. Oui. Il y a moins de financement Il d'anthropologie. y a moins de postes, donc voilà. Donc il y a aussi quand même D'accord, des questions de concurrence et disciplinaires. d'accès aux Ouais, ressources. C'est ça, absolument. Il faudrait qu'on fasse une émission aussi sur le milieu académique parce que ça Ah devient ça, très difficile. Et parfois, il y a des sujets qui vont avoir plus de revenus selon le contexte politique. Je sais que, par exemple, en sociologie, le sujet qui marche si on va avoir des revenus, c'est la radicalisation, c'est tous ces sujets-là. Alors qu'il y en a d'autres qui sont vus comme moins importants et donc qui ont moins c'est ça. de financement. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans la sociologie? Pourquoi faire de la... Alors moi, je découvre la sociologie à la fac de Toulouse, puisque je suis originaire de Toulouse, ça s'entend à mon accent. Et j'ai de la chance à l'époque, il existe à Toulouse, enfin elle n'existe plus, hein, cette équipe, mais Ouais. il existait une équipe
qui était l'équipe Simone, non, oui, l'équipe Simone, qui était une équipe fondée par une historienne très importante dans le champ, qui est Marie-France Brive, qui a D'accord. beaucoup travaillé sur la Révolution française et la place des femmes dans la Révolution française. Et en fait, elle a créé cette équipe. Donc, dès que je m'inscris en sociaux, enfin, j'étais dans un double cursus psychosociaux. Ouais. Et en fait, j'ai eu une passion pour la sociologie. Mmh. Mais pourquoi j'ai une passion pour la sociologie? Parce que je rencontre, dès mes années de licence, des auteurs, les auteurs féministes matérialistes. D'accord, J'étais dont on va vraiment parler, ouais. socialisée très tôt, Ouais. à Nicole-Claude Mathieu, Colette Guillaumin. Bon. Et puis, voilà, donc progressivement, je rentre dans cette sociologie-là qui me parle complètement, qui à la fois va avoir un effet sur ma construction, je dirais, subjective, mais ma manière de me définir aussi en tant que Oui. lesbienne. Et progressivement, je rencontre les textes de Monique Wittig aussi, pas à la fac. Ouais. C'est pas à la fac que je Oui. les découvre. Oui. À l'époque, elle était assez inaudible, tout comme le matérialisme d'ailleurs, féminisme matérialiste. Et voilà. Et en fait, progressivement, j'avais pas une ambition de carrière. Enfin, Ouais. voilà. Mais par contre, j'avais l'idée, quand progressivement je construis mes objets, et mes objets, c'était quand même le lesbianisme politique, plus tard que j'affinerai sous le terme de lesbianisme matérialiste. Ouais. Mais j'avais quand même, et c'est ce qui a structuré aussi mon sujet de thèse, hein, c'est la rencontre avec ces auteurs-là aussi, Ouais. qui ne Mais sont plus là aujourd'hui, mais alors, ouais. ce qui est étonnant, c'est que vous avez eu la chance de rencontrer en sociologie très tôt des autrices comme Colette Guillaumin, tout ça, alors que Surtout Nicole-Claude Mathieu. Nicole Je l'ai Claude Mathieu, rencontré. alors que, moi, je sais que quand j'ai fait mon parcours de sociologie, c'est pas ce qu'on apprend direct, quoi. C'est pas ce Et non, que j'ai on va apprendre j'ai les eu grands classiques, Bourdieu, et oui, cetera, oui. mais c'est vrai que c'est des choses plus spécifiques, Alors, j'ai appris cette sociologie des supposés grands hommes, mais ouais, bien sûr, en plus, à l'époque, où je faisais mes études, Bourdieu avait une place très ouais. prédominante dans la sociologie, donc bien sûr, j'ai lu les textes de Lévi-Strauss, j'ai lu les textes de Godelier. Il Mmh. y avait en plus à l'époque, enfin, quelques années avant, un conflit très fort entre Godelier et Nicole-Claude Mathieu sur les notions de consentement des dominés. Ouais. Bref, donc mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'être, initiée à ces textes-là très tôt. Ouais. Après de les rencontrer, tout à D'accord, oui, ça fait. aussi, c'est une autre chance, Elles ont même été, voilà, durant ma thèse, une ressource importante. ouais. Nicole-Claude Mathieu était, en fait, dans un comité de thèse qu'on a créé à l'époque, ça se faisait pas du tout, Mmh. voilà. Et quand je suis arrivée, à Paris, de du bas de mes provinces, et bien, c'est vrai que mon cercle de sociabilité, mon cercle, c'était celui-là, D'accord, ouais. pour beaucoup en tout cas. Ouais, vous avez évolué dans ces Ouais, milieux-là, ouais, ouais, d'accord. ouais. Oui, donc ça a dû être très, très formateur. Alors, il y a quelqu'un qui demande, un peu rien à voir, chocolatine ou pain au chocolat? Vu que vous êtes de Ah! Toulouse. Heu, je m'adapte selon où je suis. D'accord, vous n'êtes pas sectaire sur cette question-là, il y a Non, pas bah, sur de rien d'ailleurs, a priori, et donc mais je revendique mon accent du sud-ouest. vous avez fait une thèse et votre thèse, elle porte sur les questions de lesbianisme, de personnes, lesbiennes. Alors j'allais dire qui se dire lesbiennes, mais on va en parler. Avant qu'on vienne sur ça, c'est aussi une thèse assez intimiste, hein, vous parlez des pratiques sexuelles. D'ailleurs, il y a un point de vue méthodologique, comment aborder ces questions, sachant que ça peut être tabou, difficile à les aborder. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce sujet? Pourquoi aller sur ce sujet du lesbianisme? Est-ce que c'était, une conviction un peu politique avec l'idée que quand on parle d'homosexualité, on parle surtout de gays, ou il y a aussi des questions personnelles et c'est peut-être les 2? Alors, moi je crois que toutes les recherches qu'on mène, elles sont aussi, reliées, à des questions que l'on a, voilà, je Personnellement, ne crois pas, à des recherches désincarnées. D'ailleurs, je pense que les recherches désincarnées, c'est pas souvent de très bonnes recherches, mais bon. Mais, en tout cas, moi au départ, qu'est-ce qui a orienté ce sujet? C'est ma découverte de Wittig. Moi, vraiment d'accord. la découverte de Wittig a été Ça fondamentale. a été un Un tournant. tournant énorme dans ma vie par lequel je me suis définie comme lesbienne, mais par D'accord, une définition wittigienne du lesbianisme, OK. mais aussi ça m'a permis, je dirais, de me situer au monde. Et à partir de là, je voulais comprendre en quoi et comment les lesbiennes étaient, ou en tout cas, se définissaient par une forme de déshétérosexualisation. Mmh. Qui dit déshétérosexualisation dit une mise à distance du régime des catégorisations hommes-femmes, du régime de l'hétérosexualité, et donc c'est pas juste un régime, de normes, c'est même pas de ça dont je parle, mais c'est un régime d'oppression. Bon, Mmh, mmh. et donc ça passe par une désidentification de ces catégorisations, et notamment de la désidentification de la catégorie femme qui est
le piège de l'hétérosexualité. On va y Ouais. revenir sur On va explorer tout on ça. va On va aller explorer tout ça. plus en détail sur tout ça. Voilà. Vous inquiétez pas. Mais à partir de là, ce qui m'a intéressé, d'abord dans un premier temps, c'est alors c'était sans doute lié à des questions que j'avais Ouais. personnelles, mais je le maîtrisais pas autant. Mais c'est ça le plaisir d'une thèse ou d'une recherche, c'est qu'au fur et à mesure de la recherche, il y a des questions qui émergent et Ouais. puis on se rend compte peu ou prou que ça fait écho en soi. Mais au fur et à mesure des entretiens, la question qui revenait davantage, c'était la question de la nomination de soi. Mmh. Puisque ce qui caractérise le parcours de toutes les lesbiennes, qu'elles soient conscientes ou pas, c'est-à-dire quand je dis conscientes des systèmes d'oppression, ou en tout cas qu'elles théorisent ou pas Ouais. les systèmes Le d'oppression niveau de ou de formation domination, militante, quel que soit politisation. ce niveau-là, et quels que soient les cercles de sociabilité politique, voilà, toutes sont confrontées au fait de la nomination de soi. Mmh. De la nomination de soi en tant que lesbienne pour soi-même, mais également de la nomination de soi aux autres. Ouais. Donc, à partir de là, se dire lesbienne, c'est devenu quand même, je dirais, l'entrée principale de ce travail, Mmh. voilà, de comprendre quel était ce processus de domination de soi. Ouais. Ah, ouais. C'est ça qui est intéressant dans l'enquête parce que vous voyez, on va sur les récits de soi et en fait, on a l'idée que une personne lesbienne, c'est une femme qui couche avec une autre femme. Alors ça, on y reviendra sur Monique Wittig. Mais parce même, qu'elle a ouais, une super- mais déjà mais dans là se dire aussi- lesbienne, en fait. Mais en fait, on voit Ouais. que c'est un vrai questionnement pour certaines personnes de savoir est-ce que je me dis lesbienne ou pas. Il y en a certaines personnes qui vont juste dire que je suis en couple avec une femme, mais ça montre que le terme lesbienne n'est pas neutre et renvoie à des stigmatisations, C'est ça. il est chargé politiquement et Il est chargé symboliquement. politiquement. Il vient dire aux autres, c'est pas du tout la même chose de dire je suis une femme et je vis dans un couple de femmes, que de dire je suis lesbienne. La lesbienne, c'est en soi une catégorie à part entière Ouais. qui justement ne correspond pas au mythe de l'hétérosexualité et qui en fait renvoie d'ores et déjà, quand on dit ça, renvoie à l'autre la critique de l'ordre social Mmh. qui implicitement laisse à penser que tout le monde est hétérosexuel ou n'est pas. Mmh. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, bon, quand même, il faut le dire, c'est que ce livre, enfin, la thèse et le livre qui est sorti de cette thèse, Se dire lesbienne, a été très, très, très influencé donc, par Wittig, et notamment sur sa proposition selon laquelle les lesbiennes ne seraient pas des femmes, mais on reviendra On va pas revenir dessus. dessus. Donc je Une ne phrase parle qui a choqué à voilà, l'époque. mais alors ça c'est vrai que je peux le dire maintenant, mais à l'époque quand j'ai travaillé là-dessus, non seulement les analyses matérialistes étaient inaudibles, Ouais. mais les analyses wittigiennes, enfin en tout cas dans le champ de la sociologie, c'était pas considéré comme une auteure à part entière. Ouais. Elle n'avait pas le crédit de la chercheuse sérieuse, Ah, c'est pas- ça? elle était inexistante. D'accord, ok. Et donc, déjà amorcer ce processus de déshétérosexualisation et chercher, en fait, ce qui m'a intéressé, c'est chercher empiriquement à démontrer les théories wittigiennes. C'est ça ce qui m'a Ouais. intéressé. Après, sur la question du champ de la sexualité, c'était moins mon sujet. Voilà, j'avais dans mon comité de thèse un autre sociologue qui s'appelle Michel Boson et qui était très intéressé par ces questions. Et voilà. Oui, qui fait ouais, Voilà, et qui a fait, la préface. qui a fait la préface, tout à fait. Bon, voilà. Voilà. Après, je suis très contente d'avoir travaillé sur cette question, Ouais. qui en fait a approfondi aussi les formes de déshétérosexualisation dans ce qu'on appelle les scripts de la sexualité. Mmh. C'est-à-dire, c'est l'idée selon laquelle nos manières de vivre nos sexualités, elles ne sont pas sorties non plus des rapports sociaux. Ouais. Il y a une contingence des rapports sociaux Fini. dans les manières de vivre la sexualité, de penser le rapport avec l'autre. D'où la remarque du privé et politique. D'où la Voilà. remarque Ça, du c'est privé, voilà, l'un des absolument. symboles principaux. C'est tout à fait ça. Et donc là aussi, j'ai montré en quoi les lesbiennes déshétérosexualisent le champ de la sexualité, puisque justement, elles ne sont pas construites par le paramètre, par la médiation, de la domination masculine, mais aussi du présupposé des attentes de genre liées à cette configuration de l'hétérosexualité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une forme de parcours. C'est-à-dire que Ouais. petit à petit, notamment en fréquentant des milieux lesbiens, en fréquentant des personnes qui sont installées depuis longtemps, on va petit à petit s'affirmer comme lesbienne et C'est ça. remettre des choses en question. C'est ça. Dans mon analyse, j'ai dessiné une typologie de 3 parcours. Bon, alors après, il y a des porosités quand même entre les. Mais enfin, ces 3 parcours, il y a un parcours, c'est loin pour moi maintenant, mais un parcours progressif, Ouais. un parcours exclusif et un parcours simultané.
Le parcours progressif étant le parcours par lequel passe la quasi-totalité des lesbiennes que j'ai rencontrées à l'époque. C'est-à-dire que justement, la contrainte à l'hétérosexualité est si forte qu'il est très difficile de Ouais. pouvoir se dire lesbienne à soi dès l'entrée dans la sexualité. Et Mmh. donc, c'est des parcours voilà, qui sont traversés par plus ou moins d'histoires Mmh. hétérosexuelles, etc., etc. Le parcours exclusif était le parcours le plus minoritaire, c'est-à-dire des lesbiennes qui s'autonoment lesbiennes et qui ont un parcours exclusivement Qui lesbien, ont connu que des partenaires femmes. lesbiennes en tout Ouais, cas. oui, Et voilà. Vous verrez et pourquoi il y a ces précisions voilà, de pourquoi pas femmes mais lesbiennes en c'est non. ça. Et parcours exclusif, simultané et progressif et simultané, c'était voilà, des parcours où l'entrée dans la sexualité était conjointement, je dirais, Ouais. construite avec des parcours, enfin avec des relations lesbiennes et des relations Mmh. hétérosexuelles. Et en tout cas, juste, c'est que les parcours progressifs, quand on regarde les enquêtes, voilà, de 2010, se dire lesbienne, eh bien, 18 ans après, 10, non, 16 ans après, Mmh. on remarque qu'il y a quand même une prégnance toujours aussi forte de cette organisation sociale de l'hétérosexualité, Ouais. parce que les parcours progressifs sont toujours aussi prégnants Ouais. dans les trajectoires lesbiennes. Mais j'allais justement vous demander ça parce que dans votre, enquête, on voit déjà donc c'était, la thèse est sortie en 2008, donc je pense que c'est dans les années 2000, que Ah vous oui, avez alors le mené terrain, oui, oui, le absolument. terrain, c'était dans les années 2000? 2003, j'ai ah là 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 là, 2003, j'ai commencé ma thèse et je l'ai soutenue en 2008. Ouais, Ouais ouais. et on voit qu'il y a déjà aussi des questions de différence de rapport au lesbianisme selon les générations et aussi différentes questions qui se posent. Vous allez beaucoup sur les questions des butch, tout ça. Est-ce que, vous avez l'impression, peut-être que vous n'avez pas trop travaillé sur le sujet, mais Mmh. qu'avec les générations actuelles, avec la montée en puissance des théories féministes queer, il y a aussi une évolution sur la manière de vivre son Alors oui, lesbianisme? je les perçois parce qu'autour de moi aussi, j'ai un certain nombre de lesbiennes, trentenaires. Donc même si, je mène plus, d'enquête sur la question, oui, oui, il y a voilà, il y a d'autres formes de catégorisation. Les catégorisations butch femme, elles sont, semble-t-il, moins, prégnantes qu'elles ne l'étaient, en tout cas, dans les années 90-2000. Mmh. Après bon là, je n'approfondirai pas sur les usages des Ouais, catégories mobilisées parce parce que que vous n'avez pas travaillé sur je les le maîtrise pas, mais ouais, par contre, je dirais que la force de la contrainte, elle est quand même aussi toujours là. ouais, Voilà. malgré tout, Même si, il y a une multiplicité possible de catégorisations, il y a sans doute des espaces médiatiques ou des sources de médias, qui permettent d'autres formes de reconnaissance. Après, il y a des choses qui ont changé aussi, c'est-à-dire, la toile numérique, eh bien, elle a un peu remplacé ou en tout cas, oui. elle est, Oui, c'est vrai, les lieux de les lieux de sociabilité. sociabilité ont Internet, c'est vrai que c'est un nouveau, bah, oui, les champ de mais rencontres oui, et et de découverte et de voilà. J'avais mené une enquête, après ce travail-là, j'avais mené une enquête sur l'espace numérique justement et à l'époque déjà, la difficulté c'était, il y a quelqu'un qui a mis TikTok a rendu les lesbiennes à la mode. ah bah, sans doute, sans doute. Ça voilà, je maîtrise pas ça. Mais en tout cas il y avait, dans l'espace numérique et là ça a été, je sais qu'il y a une modification de la loi là-dessus, mais quand on tapait lesbienne, ça renvoyait forcément au site porno et D'accord. au porno, hétéro. Ouais, ouais. Donc il y avait Oui, aussi une difficulté à pouvoir se nommer, par la toile numérique parce que c'était déqualifiant ouais. d'emblée. Surtout lesbiennes vues porno vues par les hommes. Bah, oui, oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui dit: «Le concept de l'hétérosexualité obligatoire» d'Adrienne Rich. Oui. Le chat connaît un petit peu les sujets, vous Ouais, voyez, ouais, ouais. ils sont un peu calés sur ça. Je me demandais quand on parle de est-ce que c'est aussi le cas dans le milieu académique, dans la recherche? J'ai l'impression que est-ce que c'est juste un sentiment? Mais quand on parle d'homosexualité, on pense premièrement aux gays, à l'homosexualité masculine. Est-ce que pour vous, c'est plus qu'une impression et ce serait dû à quoi? Alors, non, non, c'est pas une impression. Je pense que depuis, 20 ans, il y a eu, de thèses soutenues sur le lesbianisme en France. Si je me trompe pas, il y a eu la thèse Salima Amari, sur les L ouais, c'est ça, il y a eu 5 thèses, donc c'est quand même pas énorme. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Il y a d'abord une invisibilité du Ouais. lesbianisme en tant que tel, qui marque, cette histoire-là. Je veux dire au niveau de la littérature, au niveau, de la littérature particulièrement, mais, au niveau des productions culturelles, il existe des choses depuis fort longtemps, mais qui sont invisibilisées. Mmh. L'histoire gay est plus visible. Elle est d'ailleurs
plus criminalisée parce qu'elle est Ouais. plus visible. Ça ne veut pas dire pourtant que les lesbiennes ne sont pas criminalisées, Mmh. mais elles sont renvoyées, comme le sont les femmes, plutôt à des registres de médicalisation, de D'accord. psychiatrisation. Bon, Ouais. donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, dans les années 80-90, l'épidémie sida a fait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été menées sur les relations entre personnes gays et avec des financements de recherche, notamment de l'Agence de recherche sur le sida. Ouais, mais Ce qui fait que là aussi, donc, alors après, l'écueil, c'est que ça a construit des recherches qui sont liées à des formes de médicalisation de oui, la oui. sexualité, Ouais. mais qui ont aussi invisibilisé les lesbiennes. Moi, quand j'ai fait, après ma thèse, mon postdoc, c'était en 2012 ou 2010, non, de 2010 à 2012. Et pour présenter un projet de recherche dans le cadre d'ailleurs de la santé publique, on ne pouvait pas dire lesbienne du tout. D'accord, OK, C'était un mot OK. considéré comme non scientifique. Ah ouais, Il fallait d'accord. dire homo et bi. Parce que même D'accord. homo tout seul, ça suffisait pas. Donc, OK. comme vous l'avez vu, je n'utilise jamais le terme d'homosexualité, Ouais. voilà, que je réfute, qui est un terme qui renvoie au langage là aussi psychiatrisé, médicalisé. Mais en tout cas, cette invisibilité, elle est liée à l'histoire des femmes, des lesbiennes, et liée aussi effectivement à une histoire, en tout cas dans l'espace scientifique, qui est fortement corrélée au financement de recherche Mmh. et qui sont adossés souvent au financement lié à la santé publique Oui. et dans lesquels les lesbiennes ont été marginalisées. D'accord, ouais, donc ouais, il y a toute une histoire sur cette Ouais, invisibilisation ouais, qui est aussi liée à l'invisibilisation, des femmes et on voit oui, aussi sur votre, dans votre enquête sur, les pratiques, sexuelles, les manières de aussi de vivre en couple, qu'il y a aussi des différences entre gays et lesbiennes et notamment sur la place du couple. C'est quoi? C'est que il y a plus l'idée de monogamie, qui sont pas forcément aussi longues que les monogamies hétérosexuelles, mais l'idée de vivre en monogamie, c'est dû à quoi? C'est, encore une intériorisation de l'hétérosexualité qui, met du temps à disparaître, c'est dû à quoi ça? alors, bon, moi, j'ai pas travaillé sur les gays, donc je pourrais pas, Ouais. voilà, Oui, faire oui, une oui. analyse, de Pas comparatif. comparative, oui. Oui, mais quand même, j'ai lu des choses sur, les trajectoires gays. Je pense que alors, c'est vrai que dans Se dire lesbienne, c'est très fort, c'est-à-dire comment aussi, la mise en couple permet de se dire lesbienne. C'est aussi une manière, d'affronter l'ordre social différemment. C'est une force aussi. Alors après, je pense qu'effectivement, cette norme monogamique qui est aussi, plus, enfin, en tout cas, persistante dans les couples lesbiens, elle est liée aussi, je dirais, à une norme aussi attendue de genre, c'est-à-dire Oui. l'idée qu'il est difficile de dissocier l'affect de la sexualité, Mmh. alors que pour les hommes, c'est plus légitime de dissocier l'affect et de la sexualité. Donc, cette dissociation, elle est souvent, dans les milieux militants, en tout cas lesbiens, portée comme une subversion, Ouais, le fait de dissocier affect et sexualité. Voilà. d'accord. Alors bon, ça voilà, Oui, donc il y a il plus y un a travail de militant politique pour déconstruire ces normes de genre qui sont des constructions sociales. L'idée que ouais. c'est plus les hommes qui auraient des facilités à faire ça que les femmes. Bah, de fait, voilà, socialement, c'est beaucoup moins sanctionné. Ouais, Voilà. oui. Dans Ouais. l'histoire des femmes et de la sexualité, il y a vraiment quand même un contrôle du corps des femmes très, très fort. Un contrôle d'ailleurs, par les classes dominantes, un contrôle dans les juridictions pénales, un contrôle très, très fort et qui passe aussi par un contrôle de la sexualité des femmes. Mmh. Mmh. Donc, ouais, je Mmh. pense qu'évidemment les 2 sont liés. Je vous vois regarder le chat, hein, je Oui, me dis, il y parfois a je regarde s'il y a ouais, des ouais. questions, des remarques, mais ils sont, très intéressés. Je vois qu'il y a quelqu'un qui connaît un petit peu Monique Wittig. Vous inquiétez pas, on On va va y on va venir. on va on va y venir. Ce qui est intéressant aussi, c'est la question qu'il y a autour de qu'est-ce que c'est d'être une femme? Quelle est la féminité? J'ai l'impression que alors, durant votre enquête, l'une des solutions pour, ne pas tomber dans les, reproductions des, stéréotypes de genre, c'est une forme d'androgynie, c'est ça? Une sorte entre 2, entre masculinité et féminité. Ou Il y a pas la du ques tout les 2. Ouais, oui, Alors, ça, c'est un peu la visée théorique de Wittig, hein. oui. C'est-à-dire, l'idée que, alors elle ne dit pas que le lesbianisme en soi est la ligne d'horizon, du monde nouveau, mais que par contre, effectivement, le lesbianisme, quand il y a une conscience de l'oppression, ça passe par cette conscience de l'oppression, Mmh. eh bien, c'est une proposition ni homme ni femme. Voilà. D'accord. C'est-à-dire, et c'est vrai OK. que c'est un modèle, alors je suis pas sûre qu'il est, aussi fort aujourd'hui, mais en tout cas dans les trajectoires que j'avais, observées, dans les Ouais. années donc entre, 2003 et 2008, des modèles, très forts effectivement, d'un modèle de forme d'androgynie, ni homme ni femme. Mmh. Voilà. Après, les modèles aussi qui étaient présents et beaucoup plus politisés, c'est les modèles butch fame, c'est-à-dire, dans une conscience de créer un genre culturel lesbien,
des hétérosexualisés, Mmh. qui met à distance justement ces régimes de masculinité et féminité, tout en revendiquant des registres de genre, mais qui ne peuvent pas, au fond, qui ne sont pas adressés à l'hétérosexualité. Ouais. En fait, c'est ça qui est important, c'est-à-dire Mmh. à qui on s'adresse. Mmh. Parce qu'il y avait souvent, il y avait d'ailleurs une des questions: «Qui fait l'homme dans le couple?» Il y avait le cliché un peu, homophobe de dire: «Oui, alors vous êtes en couple, mais avec à quel point l'hétérosexualité est rentrée dans nos domaines, c'est que forcément il y a quelqu'un qui fait l'homme et quelqu'un qui fait la femme. En gros, quelqu'un qui est dominant et quelqu'un qui est dominé». Actif et passif. Ouais, Je dirais même que c'est un cliché hétérosexiste. ouais. Parce que qui s'appuie, un, sur l'idée que tout le monde est hétérosexuel, et deux, qui s'appuie sur l'idée sur lesquelles, forcément, les Mmh. femmes seraient en position de passivité Ouais, aussi dans le registre de la ouais. sexualité. Et donc il y a aussi une idée qui émerge chez certaines d'entre elles, notamment les plus militantes, c'est l'idée que la lesbienne n'est pas ou n'est plus une femme. Et donc ça fait écho, directement, ou peut-être plus ou moins directement aux propos d'une personnalité extrêmement importante dans le milieu, féministe, mais aussi surtout dans le milieu, lesbien, qui était assez peu discutée, qui revient sur le devant de la scène, qui est Monique Wittig. Et en fait, dans un article de Questions féministes, elle avait une conclusion qui a créé la polémique. Elle avait conclu avec l'idée que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Mm. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça, sur ce que ça veut dire sur ça? Pourquoi elle dit que les lesbiennes ne sont pas des femmes et pourquoi ça avait autant choqué à l'époque? Alors, ça n'a pas choqué en 76, ça a choqué justement à l'apparition, enfin, si, de l'article dans Questions Question féministes. féministe. Alors, peut-être pour redire quand même que bon, Wittig a été lue, pensée dans les années 70, et c'est parce qu'aussi elle était inaudible dans le champ militant avec les féministes. C'est quand même l'histoire avec les féministes hétérosexuelles est une histoire Oui, compliquée, hein, à oui, la fois sur le plan politique, c'est une histoire conflictuelle. ouais, Et elle était inaudible aussi sur le plan académique, donc elle a dû partir. ouais. Mais en fait, elle avait aussi l'ambition d'avoir un ouvrage, mais je l'ai su bien après. C'est d'ailleurs en fait en écrivant avec Sarah Garbagnoli La pensée Wittig que je l'ai su qu'elle avait l'idée à un moment donné d'écrire quelque chose autour de justement, pas se dire lesbienne, mais quelque chose qui ressemblait à se dire lesbienne. Mmh. Bon. Mais quand elle dit les lesbiennes ne sont pas des femmes, il faut le prendre dans l'analyse du rapport d'appropriation. C'est-à-dire, Mmh. c'est pas les lesbiennes ne sont pas des femmes comme une catégorie essentialisée, Oui. c'est l'idée que les lesbiennes, et on va y revenir de manière précise, mais les lesbiennes échappent à l'appropriation privée par un homme du fait justement de ne pas être dépendantes d'un homme économiquement Mmh. dans la vie en tant que lesbienne. Mmh. Voilà. Donc c'est sortir de cette dépendance économique, sortir de l'appropriation privée en termes justement de sexualité et d'appropriation privée aussi en termes de registre de dépendance aux autres, d'obligation de soins aux autres dans le registre du privé. Pour autant, elle n'échappe pas pour Wittig à l'appropriation collective. Mmh. C'est-à-dire les lesbiennes, comme toutes les femmes, Elles subissent eh quand même bien, des subissent. oppressions, Voilà. Et ça, c'est important. On y reviendra sans doute après, mais pour Wittig, elle récuse la catégorisation la femme, qui est une formulation essentialiste qui laisse, enfin, qui naturalise cette catégorie. Mais par contre, elle ne récuse pas la question des femmes au mmh, pluriel, en tant que classe? en tant que classe, absolument, en tant que classe, donc en tant que classe opprimée. Mmh. Parce que c'est ça qui est important en fait à préciser pour, replacer un peu l'idée que les féministes, les lesbiennes ne sont pas des femmes. C'est qu'il faut le replacer dans les théories de l'époque, C'est ça, du féminisme matérialiste et ça pose la question de déjà, qu'est-ce que c'est être une femme? c'est Et les ça. féministes matérialistes, c'est pas, juste, c'est quelqu'un qui a un vagin, qui a Non, 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 non. c'est au-delà Non, de non. ça. Alors, c'est dans un contexte. Alors, j'avais amené des citations parce que je me suis dit quand même, justement, il faut lire Oui. des choses intéressantes. Mais voilà, le contexte des années 70, c'est un contexte où il y a, je dirais, deux courants qui vont s'opposer. C'est un courant qui est le courant essentialiste, autrement dit, le courant de la pensée de la différence, Mmh. qui va être très fort dans les mouvements de la psychanalyse, par un mouvement qui s'appelle Psychepo, Oui, mais qui est aussi qu'elle attaque beaucoup, qu'elle attaque Monique. beaucoup, mais qui est aussi très présente de toute façon dans une certaine psychanalyse encore aujourd'hui, hein, Mmh. cette pensée de la différence. Et alors, je vous avais des... Non, ça va. Non, non, Et, ça vous non, inquiétez d'accord, pas, ok. je gère les 2. Et le deuxième courant, qui effectivement, je sais qu'on va en parler après, mais l'approche marxiste, qui est, voilà, Mmh. mais l'approche féministe marxiste. Donc, en tout cas, du côté des essentialistes,
ce qu'on qualifie d'essentialiste. Quand on dit ça aujourd'hui, ça a l'air terrible, mais il faut le comprendre dans la situation de l'époque. Oui, Les années 70, dans ce mouvement des femmes, dans ce mouvement de libération des femmes, il y a quand même l'idée de valoriser cette catégorisation femme qui, justement, a été déniée, mise au banc. Oui, il faut replacer au contexte de la domination que subissaient les C'est femmes, ça, quoi. c'est ça. Mais donc il y a l'idée qu'il faut sortir du dénigrement, de l'inconscient féminin, notamment dans les théories lacaniennes. Il y Ouais, a ce mouvement qui est très très ouais. fort là-dessus. Mais pour les féministes matérialistes, reprendre cette idéologie naturaliste, en fait, ne permet pas, voilà, c'est ça, ne permet pas de construire une émancipation réelle ou des outils réels pour les femmes et donc pour Mmh. sortir de l'oppression. Je Ouais. vais vous lire une citation que j'aime beaucoup de Mathieu là-dessus. Et donc, en fait, il faut sortir du conditionnement comme si féminin et masculin allaient de soi. Parce Ouais. que si on se maintient dans ce conditionnement, alors, eh bien, justement, on ne sort pas de cette irréductibilité des rapports sociaux. Mmh. Donc, pour les matérialistes, on ne parle pas ni masculin ni féminin, on parle en termes de catégorisation Ouais. et comment les rapports sociaux produisent ces catégorisations. Voilà, par exemple, pour Guillaumin, dont on parlait tout à l'heure, pour Colette Guillaumin, eh bien, elle dit le discours de la nature est laudatif. Quand elle dit il est laudatif, c'est que il va décrire, il va encenser la prétendue douceur des Mmh. femmes, leur résilience, c'est Mmh. encore vrai aujourd'hui, leur sensualité, etc., etc. Et qu'en fait, cette pensée de la différence, elle est politiquement dangereuse. Ouais. Pourquoi elle est politiquement dangereuse? Parce que elle enferme les femmes dans justement une irrémédiable altérité. Alors ça D'accord. renvoie d'ailleurs à ses travaux sur le racisme aussi, hein. Oui, Et oui, on va y revenir. Colette Guillaumin qui a écrit sur l'idéologie raciste et qui montre qu'il y a des mêmes mécanismes C'est ça, de naturalisation entre les corps non blancs, les corps c'est noirs, ça, et les corps dits femelles, femmes. c'est ça, Voilà. exactement. Et qui donc justifie l'oppression. Ouais. Donc pour les matérialistes, c'est pas la nature qui fonde l'oppression, c'est le discours sur la Ouais. nature qui fonde l'oppression. Mmh. C'est l'idéologie de la nature qui fonde Ouais. l'oppression. D'où le fait qu'elle s'attaque très fortement à cette pensée de la Mmh. différence. Et voilà, elle dit à un moment donné, ça j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Voilà, par exemple, il y a eu un texte fondateur justement dans Questions féministes avec Monique Plaza, Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin, voilà, qui disent ben voilà, tout attribut soi-disant naturel conféré au groupe opprimé sert à l'enfermer dans une nature qui, étant donné son statut d'opprimé, se confond Mmh. idéologiquement avec une nature d'opprimé. Voilà. Et donc, l'autre élément, et après, mais l'autre élément qui est important, non, parce que c'est Y a pas de- important, Oui, oui. On ça, a le temps de. voilà. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est important parce que souvent, je crois que, enfin, en tout cas, dans le contexte actuel, souvent, on n'arrive pas bien à le saisir. Mais pour les matérialistes, il faut comprendre ce qui signifie la marque de l'oppression. Mmh. Et cette marque de l'oppression, c'est le fait d'appartenir à la catégorie femme. Mmh. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit de devenir un homme, par exemple. Ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est Ça serait plutôt... reproduire les. Ça serait, voilà, c'est ça, exactement. Mais c'est plutôt sortir de la notion de différence de. Mmh. Parce que quand on est dans une régulation de différence de quelque chose, ça signifie quoi? Ouais. Ça signifie qu'il y a toujours en face un majoritaire. Oui. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que si on revient à valoriser et à réenchanter l'idée de la femme, eh bien, on valorise, on enchante l'oppression. Alors, Voilà. la femme, c'est une des catégories qui est utilisée par Monique Wittig, la-femme, Ah, c'est pour ça. parler de cette image féminine. Mais ouais, c'est peut-être parfois très difficile pour les gens de comprendre ça parce qu'il y a une vision très essentialiste. Ça paraît tellement aller de soi, l'idée que femme, homme, différence. Oui, et je tout. sais bien. Alors que là-dedans, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour ces chercheuses-là, il n'y a aucune, même en prenant en compte les différences biologiques, il n'y a rien dans ces différences biologiques qui justifierait Justifier. ces traitements différents. C'est tout à fait ça. Ouais. Et c'est en ça qu'elle se sépare aussi des féministes marxistes, parce que pour les marxistes, bon, il y a une critique conjointe du capitalisme. Pour les marxistes, il y a un lien entre capitalisme et patriarcat, comment l'économie, et ça Paola Tabet, par exemple, qui est une féministe matérialiste, a très bien montré les effets de production des corps et de reproduction, et comment en fait ça rentre dans cette économie capitaliste. Mais elles ne remettent pas en question, les marxistes, la question des catégorisations hommes-femmes. Hmm. C'est-à-dire qu'on reste coincé à l'intérieur de ce système et elles ne prennent pas en compte l'hétérosexualité comme régime politique. Ouais. Ce que va faire par la suite, on va y venir sans doute, Monique Wittig.
Mais juste la citation que je voulais lire tout à l'heure, que je trouve que je cherchais tout à l'heure, mais que je trouve très importante, c'est comment les matérialistes vont définir donc cette catégorisation sociale femme au pluriel en réfutant et en repensant les visées d'émancipation. Voilà, Nicole Claude Mathieu dit ceci: le mot femme, je ne peux plus, je n'ai jamais pu l'entendre. C'est avec qu'ils nous ont insultés. C'est le mot de leur langue, cadavre empli de leurs fantasmes, contre nous, nous qui? Les femmes, bien sûr, et revoilà le mot. Avec ça, ils nous ont eu, comme ils disent. Ouais. Alors ça, elle fait référence à Wittig, aux guerrières, hein, dans le Mm. ils disent. Voilà. Et donc, elle dit encore, pour nous, le temps n'est plus à leur jeu de mots, mais elle analyse afin que leurs mots ne subvertissent pas notre lutte. Mm. Elles disent que chaque mot doit être passé au crible, et ce crible, ce doit être celui de la réalité qui masque leurs mots. Voilà. Mais Ça, c'est important. parce que Monique Wittig, elle est aussi critique du terme, tout en s'inscrivant dans le féminisme matérialiste, elle est critique du terme féministe qui peut enfermer le piège de reproduire de défendre la femme, les femmes, et donc la femme avec un tiret, Mm. et de reproduire cette catégorie-là. Mais il me semble que c'est un peu, c'est très tenu, c'est très difficile de, en même temps, défendre une catégorie qui est opprimée en raison de l'appartenance à cette catégorie. C'est-à-dire qu'on va opprimer des femmes sous prétexte qu'elles sont des femmes et dépasser cette catégorie-là. Mais c'est ça, C'est ça le truc. mais qui est- l'enjeu, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est pour ça que, et d'ailleurs, c'est ce qu'on écrit dans La pensée Wittig avec Sarah Garbagnoli, on définit Wittig non pas comme une féministe matérialiste, mais comme une lesbienne matérialiste. D'accord. C'est une théorie lesbienne matérialiste. Ça, je sais que mais c'est une vraie théorisation. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, c'est l'idée que tant que on restera coincé à l'intérieur de ces usages, les mots, c'est du signifiant. D'accord. Les mots qu'on utilise, ils formatent la manière dont on se situe au monde. Hmm. Donc, sortir de ces catégorisations, ça permet aussi de penser autrement le monde. Hmm. Voilà. Et donc, la ligne d'horizon, par exemple, il est très important de reconnaître les violences de genre. Ouais. Très important. C'est très important de reconnaître le statut de victime de violences sexuelles, sexistes, etc. Toutefois, pour arriver à penser la transformation de soi et la transformation collective, il s'agit à un moment donné, de ne pas figer les femmes dans un statut de victime. D'accord. Parce qu'autrement, eh bien, on réitère encore une fois de plus l'irrémédiable statut victimaire Ouais. ou de victimation. Ouais. Ça- Et, voilà. et elle, dans la proposition du lesbianisme, c'est pas seulement, je veux dire, le problème, c'est qu'il y en a certains qui interprètent ce lesbianisme politique avec l'idée de séparatisme, on se sépare des hommes et on vit entre femmes. Pour elle, c'est pas ça, c'est une proposition politique de dépassement de ces catégories, c'est ça? Ouais, Les lesbiennes de portent en elles. les lesbiennes font advenir, en fait, un autre statut de l'humain. Mm. C'est-à-dire que pour Wittig, l'humain en tant que tel, on n'a pas atteint cet horizon. Mm. Et ça ne pourra advenir que justement si on sort de ce régime politique totalitaire des catégorisations, mais également si on sort de l'hétérosexualité. L'hétérosexualité qui est pour elle un système C'est totalitaire. le système totalitaire, c'est le système qui construit ces catégorisations et c'est ce système qui fonde ce principe de sexualité normative aussi. Mm. Donc l'idée, c'est d'arriver à prendre la ligne de fuite. Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de ne pas toujours penser à l'intérieur de l'oppression pour, en fait, convaincre l'oppresseur. On ne convainc pas l'oppresseur. Ouais. Il y a une très belle définition de Christiane Rochefort sur la définition de l'opprimé qui dit, voilà, je ne l'ai pas en tête là, mais qui dit en gros, on ne parle pas le même langage. Ouais. Donc si on ne parle pas le même Oui. langage, voilà, on ne va pas le convaincre. Mm. Donc l'idée, c'est de prendre une ligne de fuite et ce n'est pas la couardise, mais c'est pour inventer un autre monde. Ouais. C'est sortir justement du monde imposé. Ouais. Oui, en plus, ce qui est vraiment la difficulté, c'est que quand on parle de racisme, on le comprend sur la naturalisation, Oui. mais en Mais- termes de hétérosexualité et d'identité de genre, c'est encore plus ancré. Il y a l'idée que c'est encore plus naturel, Absolument. que la remise en question pour certains de l'hétérosexualité, ça n'a pas de sens parce que c'est normal, c'est comme ça, un homme est avec une femme. Et donc là, ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est d'interroger même la question de homme et femme. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui me demandait c'était quoi définir matérialiste. Il me semble que l'avantage, en fait, l'apport de ce féminisme matérialiste, c'est l'idée de concevoir les femmes selon
les positions matérielles, selon les structures matérielles et comment elles sont dominées, notamment économiquement. Et ça, c'est d'ailleurs, il me semble, l'apport de Delphi sur le travail domestique, C'est sur... ça. Ouais, ouais. c'est ça? Alors Delphi, voilà, Delphi, elle a beaucoup travaillé sur la question de l'économie domestique, absolument. Et ce qui est de commun entre elles, je dirais pour Nicole Claude Mathieu, Christine Delphi, Colette Guillaumin, et cetera, et c'est là où elles vont rejeter d'ailleurs un peu la doxa marxiste, hein, là-dessus. Elles sont inspirées de Marx, hein, Oui, c'est oui, sûr. oui, bah, Voilà, il y a juste à les donc lire pour voir que oui. voilà, et elles conçoivent que le marxisme a été un outil pour Ouais, les groupes opprimés, ça c'est ouais. sûr, mais en tant que pourquoi? Alors parce que pour les matérialistes, il s'agit de construire une conscience de l'oppression, que la politisation, elle passe par la conscience de l'oppression, mais pour autant, voilà, pour toutes les matérialistes, Marx a constitué un obstacle. Pourquoi? Parce que les femmes, sur le plan théorique et politique, eh bien, ne pouvaient pas se représenter puisque Mmh. Marx a minoré, la place des femmes dans cette économie, Mmh. d'exploitation. Donc et même, en la niant, en fait, il la récuse et la disqualifie. Ouais. Et ça, c'était très présent dans les années 70, notamment dans les mouvements, de la gauche Ouais, révolutionnaire, en ouais. disant, «Non, mais il y a de lutte principale, lutte secondaire». Bah, Donc elles viennent de là. on a eu Emmanuel Renaud pour parler de koh Il y avait déjà ça à l'époque de koh avec l'idée que c'est des préoccupations petites bourgeoises. Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc il faut voilà. Donc et ce qu'elles ont reproché aussi, c'est l'idée que, il y a une pensée trop androcentrée, et qui ne permet pas aussi, en fait, de penser la question de l'oppression des femmes. Alors Mmh. ça c'est un élément. Après, quand même, ce qui est très important, c'est que, elles considèrent que les rapports sociaux sont historiques. Il y a un Oui. matérialisme historique des Mmh. rapports sociaux, donc il faut l'entendre comme ça, matérialisme, hein. Mmh. C'est-à-dire, Situé il y a dans une le temps. hétérogénéité de la classe des femmes. Mmh On mh. pense le groupe des femmes comme une classe. Mmh. Il y a une hétérogénéité à l'intérieur de cette classe, et il va s'agir donc, en fait, pour Wittig par exemple, mais pour Nicole Claude Mathieu aussi et pour Guillaumin aussi, il s'agit enfin, la visée, c'est la Mmh. destruction de ces rapports de classe. Ouais, dépasser Tout ces ma catégories-là, ne Voilà, plus penser en termes d'hommes-femmes, et de classe, de sexe ouais, aussi. ouais, Voilà. ouais. Oui, c'est ça qui est, c'est des rapports sociaux. Il y a le Ce sont des rapports sociaux, c'est un groupe sociologique. Femme est un groupe mmh, sociologique. Et pourquoi c'est un groupe sociologique? C'est-à-dire que à l'intérieur de ce groupe coexistent des caractéristiques sociales traversées par les classes sociales, hein, bourgeoises, mmh, prolétaires, etc., blanches, non mmh blanches. mh. Mais ce qu'il y a de commun, c'est leur subordination en tant que femme. Voilà, Voilà, et il y a des intérêts contradictoires entre la classe des hommes et la classe des femmes. absolument, Peu importe absolument, leur catégorie, absolument, tout à fait, sociale, voilà, absolument. il y a un Ouais, conflit, tout à fait. là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit, ça me fait penser au débat sur l'antiracisme, ça fait écho à ça. Et Oui, d'ailleurs, on parle beaucoup aujourd'hui d'intersectionnalité, d'articulation et tout. Ce qui est étonnant quand on voit les débats de l'époque, que ce soit Colette Guillaumin, que ce soit Monique Wittig, ouais. c'est qu'on voit qu'il y a un échange aussi avec les questions antiracistes. Il y avait déjà des questions Oui, 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 d'articulation et absolument. de voir les points communs entre les catégories non blanches et les catégories femmes. Oui, 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 tout à fait. Guillaumin particulièrement, hein. Bah, l'idéologie raciste, elle a écrit ça. Voilà, absolument, c'est sa thèse, hein. Donc, elle a en fait, leur point commun, c'est qu'elles, non elles contestent la question de la biologisation et de la naturalisation. Alors, en ce qui concerne les femmes, par exemple, Guillaumin, va proposer, un certain nombre d'outillages de pensée, dont celui de, sexage, et Ouais. qui est tiré de ses travaux sur le racisme et où elle montre comment le servage, et l'esclavage, eh bien, on communément désigne les rapports d'oppression et que contrairement au salariat, en fin de compte, eh bien, il y a enfin, plutôt dans le salariat, il y a un rapport d'appropriation d'un groupe sur l'autre, Mmh. mais qui s'étend aussi dans l'impossibilité de mesurer l'appropriation du temps, tout comme on n'a pas mesuré les effets de l'esclavage, par exemple, dans l'exploitation des groupes racisés. Mmh. Et juste pour revenir un petit peu sur Monique Wittig, je fais un peu la promo, bah, Eh oui, d'un oui, de oui. ses principaux livres, La pensée straight, qui est là aux éditions Amsterdam, qui revient sur plusieurs articles, c'est plusieurs articles de Monique Wittig. Il y a aussi son côté écrivain, on va en reparler. Moi, j'aurais déjà une question sur straight. Pourquoi cet anglicisme? Mmh. Il me semble que c'est pas anodin, hein, c'est pas pour rien qu'elle a pas parlé de la pensée hétérosexuelle. Non. C'est que straight peut renvoyer à d'autres choses. C'est ça. Donc, alors peut-être que, il faut pour arriver à comprendre aussi
cette introduction à la pensée straight, c'est aussi, donc effectivement, elle a fondé un nouveau, paradigme de pensée et dans ce paradigme de pensée, il y a l'idée que straight, ça renvoie non seulement à l'ordre social, donc elle l'a laissé en anglais, hein, volontairement. Oui, C'était oui, pas, c'était c'était pas juste pour faire cool. non, 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 pas du tout. Et straight, en fait, convoque à la fois, les disciplines qui, en fait, les disciplines comme la psychanalyse, l'anthropologie, la sociologie, qui, en fait, maintient cette illusion du régime politique de l'hétérosexualité, mais également maintient cet usage des catégorisations de sexe. Et donc elle parle d'ailleurs de matraques qui agissent aussi sur les disciplines, les disciplines en double sens du Mmh, terme, hein. Les mmh. disciplines Ouais, qui les disciplinent, mais les disciplines aussi qui ne les remettent pas en cause. ouais. Voilà. Donc là, très clairement, comme Gail Rubin à l'époque aussi d'ailleurs, eh Grand bien, classique. voilà, elle vient, bon, s'attaquer un peu aux textes de Freud, de Lacan, de Lévi-Strauss, et cetera. Mmh, Donc la pensée straight, c'est à la fois l'ensemble des doctrines qui, en fait, reproduit, la pensée straight, sans la nommer, mmh. et c'est aussi l'ensemble des cohortes, mais des lois aussi, qui structurent nos Mmh. sociétés. Et dans Straight, il y a aussi l'idée de droit, de normalité, qui permet de montrer aussi comment cette pensée hétérosexuelle affirme une normalité qui est presque naturelle et des déviances qui seraient presque à éliminer. Mais en même temps, et c'est ça un peu le piège, c'est que la pensée straight a besoin de ces déviances pour s'affirmer comme la normalité. Absolument, Hein, absolument. il y a vraiment une concomitance entre les deux. Absolument, absolument. D'où le fait d'ailleurs, qu'elle remet en cause complètement le mythe de l'altérité. Hein, Elle dit: «C'est un mythe», elle ne parle pas d'altérité, parce que justement cette altérité, elle est prise dans ce mythe de la différence qui effectivement va toujours désigner l'autre, et non seulement désigne l'autre, mais met au silence, les sujets minoritaires ainsi désignés. mmh. Et ouais, Et ce qui est aussi passionnant ouais, mais non. dans- vous, Non, vous non, voulez rajouter non, quelque non, chose? non, oui, oui, juste Allez-y, allez-y. Vraiment, on a le temps. non, Il non, y a les, il y a- ce que je voulais non, il y avait un commentaire. Non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, bah, justement, le lien avec, l'étude sur le racisme à Guillaumin, Ouais, c'est et la question de ce dont on parle là maintenant sur la question de l'altérité, elle vient aussi avec la question de minoritaire dont on parle beaucoup aujourd'hui. ouais. Et ça, Wittig Oui, elle aime pas évidemment trop le. si, 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 Ah oui, elle oui, les pensées minoritaires. oui, 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 oui. Mais justement, elle va complètement s'inspirer des théories de Guillaumin, Ouais, que Guillaumin forge, hein, dans, l'idéologie raciste, entre autres, pour penser l'infériorisation des groupes opprimés. ouais. Mais donc, non seulement dans les rapports sociaux, mais aussi, on parlait tout à l'heure de la langue, dans les rapports linguistiques. En Hmm, fait, pour oui. Wittig, voilà, On va y venir. Mais oui, voilà. oui, oui. Non, non, mais si, Mais si, si. non, non, Continue. non, mais mais pour Wittig, en tout cas, heu, la langue est aussi, co-construite dans le rapport social. Ouais. Donc elle pousse l'analyse là-dessus. Ouais, on va faire une petite parenthèse sur Ouais. mythique théoricienne. C'est que l'un des ou théoricien, l'un des grands drames de Monique Wittig, j'ai envie de dire, c'est que on oublie qu'il y a un travail littéraire assez important et que elle-même se pensait aussi et surtout comme écrivain. D'ailleurs, elle préfère le terme écrivain. Pourquoi elle préfère écrivain plutôt Alors, qu'écrivaine? elle dit, écrivain sur le statut de l'écriture, hein, D'accord. littéraire. C'est-à-dire que pour elle, donc la langue qu'elle travaille, fondamentalement, on pourrait dire que, les sociologues, nous, on travaille sur, des entretiens, on fait Ouais, des enquêtes. On pourrait dire que sa matière empirique, c'est la langue, donc ouais, c'est le travail d'écriture. ouais. Pourquoi écrivain? Parce qu'elle ne veut pas qu'on la spécifie, à l'intérieur justement d'une langue minorisée, D'accord. d'une langue occultée, Mmh. c'est-à-dire le supposé d'une écriture féminine. Oui, c'est ça le piège. Voilà, Hein. et ça, c'est le piège, absolument. Et donc et d'ailleurs, c'est le piège de l'hétérosexualité tout court, Ouais, et donc elle se définit comme écrivain sur le statut de l'écriture. d'accord. Après, je suis pas sûre qu'elle se soit définie comme théoricien, Ouais. mais voilà. Elle revendique pas, hein, le et quand elle dit écrivain, ça renvoie à un genre neutre. Ouais. Voilà. Et d'ailleurs, vous en parlez beaucoup dans l'introduction à Monique Wittig, tout l'aspect littéraire. Pourquoi c'est aussi important pour elle? C'est quoi? C'est aussi des lieux d'expérience où elle peut mettre, en place ce monde-là, au-delà des catégories, de voir ce que ça pourrait donner et aussi avoir une réflexion sur comment aussi le langage nous façonne. Elle a aussi dans la pensée straight toute une réflexion sur les pronoms, comment ça nous enferme direct. C'est ça qui lui permet la littérature? Alors,
Ça, c'est un point très important. On voulait surtout pas, dissocier, dans ce travail avec Sarah, on voulait surtout pas dissocier, le travail théorique, de la littérature chez Wittig. Parce que souvent on la dissocie. Et en fait, revenons pour expliquer cela quand même à, justement son appareillage théorique sur l'hétérosexualité. Pour Wittig, cette hétérosexualité, on l'a compris, n'est pas une institution parmi d'autres, hein. Mmh. C'est l'institution. C'est en ça qu'elle se distingue des féministes matérialistes D'accord. là-dessus. Voilà, c'est central. C'est central, c'est le socle, c'est le système social qui fonde les rapports de pouvoir. Et donc, ce système social, il va définir nos cadres de perception, mais il va aussi, en fait, borner nos manières de voir. Oui, Voilà, de voir le monde. Et donc, tout à l'heure, on disait la différence, mais aussi, ça empêche de pouvoir avoir d'autres horizons possibles. Mmh. Et donc, l'arrivée de Et la même, langue. c'est pas inimaginable pour les gens de dépasser catégorie homme-femme, tellement la C'est question ça, est ancrée en nous. c'est ça. On voit pas d'alternative C'est possible. ça. Et donc, on pourrait dire que Wittig, sa proposition théorique, elle passe par la langue et l'écriture. D'accord. Et donc, dans ce travail, d'ailleurs, c'est l'écriture qui lui importe le plus. Elle l'écrit à plusieurs. Oui, oui. C'est pour ça que je dis que c'est un peu injuste pour Oui, vraiment. elle qu'on ne rappelle pas son statut d'écrivain. Absolument. Et donc, son langage comme matière première, pourquoi? Parce qu'elle pense que le langage a des effets sur la réalité sociale. Si ça a des effets sur la réalité sociale, eh bien, il faut faire des allers-retours constants entre un point de vue. Alors, elle se réapproprie la langue, hein. Ouais. Elle en fait une langue, elle renverse le statut minoritaire. Ouais, même Elle dans la manière d'écrire, tout ça. C'est ça, elle va désuniversaliser le sujet minoritaire, enfin, universaliser le sujet minoritaire pour désuniversaliser le point de vue majoritaire. Et l'autre élément important quand même chez Wittig, c'est qu'elle elle a une écriture lesbienne. Mmh. C'est-à-dire qu'elle dit que le lesbianisme, ce qui caractérise le lesbianisme, c'est que c'est une lacune. D'accord. Lacune, voilà, c'est une page blanche. Ouais. Et donc, il s'agit aussi de rendre compte d'une autre œuvre. Alors, elle va se réapproprier plein d'œuvres classiques. Elle va transformer ces œuvres. C'est en ça on écrit dans le livre que c'est une révolutionnaire, Mmh. mais pas au sens révolutionnaire de la table rase et on annule tout ce qui a été Ouais. avant. Bien au contraire, elle part de ce qui a été avant pour le transformer. Ouais, elle part de ce Donc, qui existe déjà. c'est ça. Donc, c'est une vraie ligne d'horizon. Ouais. Et moi, Mmh. il y a plein de questions, mais on va revenir aussi sur les échanges avec Christine Delphi, avec Nicole Claude Mathieu. Voilà, quand on voit le livre, d'ailleurs, on voit c'est une période où il y a des échanges assez extraordinaires. Ouais. Et c'est assez clair, hein, il n'y a Ouais. pas de. Elle dit clairement qu'elle cite ça, qu'elle reprend ces travaux-là. Elles ont œuvré ensemble à Question féministe. Qui a été fondée, il me semble, par Christine Delphi. Elle faisait partie aussi de l'action sur la. Là, oui, bien sûr, la gerbe à la femme du soldat inconnu le 26 août 70, elle en faisait tout à fait partie. Qui est un mouvement fondateur de ce. De la naissance du mouvement de libération des femmes, Ouais. tout à fait. Ouais, ouais, Et il me semble que dans Question féministe, et ça je ne le savais pas parce qu'aujourd'hui on connaît Nouvelle Question féministe, mais il va y avoir une polémique en interne qui va provoquer la fin de Question féministe. C'est quoi? C'est la question du lesbianisme, c'est ça? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi ça était. Parce que nous, on a l'impression qu'il y a une continuité. Pourquoi à l'époque ça a provoqué autant de questions et ça a provoqué une dispute au point d'arrêter Question de féministe? bah, justement, il y avait un conflit qui était assez larvé depuis le début du mouvement, qui est le statut de l'hétérosexualité, justement dans la pensée politique, 2, la place des lesbiennes à l'intérieur de cette pensée politique. Et donc Wittig va publier 2 articles, On ne naît pas femme et La pensée straight, dans Questions féministes, dans les numéros 7 et 8. Et en fait, ça va créer le schisme. Ça va pas créer le schisme. Non, le schisme était là, mais disons que ça va l'ouvrir. Ça va péter. Voilà. Et entre 2 approches, hein, mais qui étaient déjà en fait 2 approches, on pourrait dire une approche matérialiste incarnée par effectivement Emmanuel de Lesseps, Christine Delphi, voilà. Et l'autre approche qu'on peut qualifier plus de lesbienne matérialiste avec Wittig, Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin, Mmh. voilà, et qui va donner lieu vraiment à cette séparation. Ouais. Donc il y a eu un procès, il y a eu vraiment, ça a été Oui, parce qu'elles ont fait compliqué. Nouvelle Question féministe. Parce qu'en fait, dans la séparation, il était conclu que
s'il y avait une nouvelle revue, ça ne devait pas reprendre le nom de Questions féministes. Oui, bon. Voilà. Ils ont fait une nouvelle question Elles ont fait féministe. une nouvelle Question féministe. Il y a eu. C'est vrai que c'est Voilà. un peu salaud, quoi, comme truc de juste rajouter nouvelle. Je comprends que ça a C'était été. pas très fair play, non. Ouais. Et en plus, dans ce schisme, alors il y a la création de groupes de lesbiennes radicales, hein, Ouais. dont d'ailleurs Nicole Claude Mathieu faisait partie. Il y a une lettre aux féministes de la part des lesbiennes radicales. Bon, lettre qu'on va publier là très prochainement, puisque j'en profite pour faire une autre publicité. Allez-y. Voilà, on est avec Héloïse Russell-Hollande, Mathilde Kenning et Jade Rossetto. Nous sommes en train de travailler sur une anthologie des féministes matérialistes D'accord. qui va paraître aux éditions du CNRS à l'automne. Et donc, voilà, on va publier comme ça des textes d'archives et où on va pouvoir justement aussi lire ces textes qui sont passionnants. Parce que Mmh. même le langage n'est pas le même qu'aujourd'hui, hein, quand Oui. même, hein. Mais enfin, voilà. Mais le schisme, voilà, est là. Et donc, après, ça va donner lieu Un nouvel. nouvelle question féministe et puis une division. Enfin, même toutes ces personnes se sont plus jamais reparlées. Ah ouais, ça a été. Ah oui. ouais, ouais, ouais. Parce qu'il me semble que ça a été aussi un coup dur pour Monique Wittig, quoi, qui l'a vécu vraiment assez Eh difficilement. ben, d'ailleurs, c'est exactement ce qu'elle décrit dans Paris, la politique. Oui, oui. Ouais. Et après, c'est une forme. Ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que ça a eu des vraies retombées sur son écriture. Ouais. C'est-à-dire que autant elle a une écriture d'ailleurs jusqu'au corps lesbien, une écriture un peu collective où il y a l'idée d'une émancipation par le collectif. Et après ce schisme, Mmh. effectivement, et son départ aussi aux États-Unis quand même, hein, Ouais. où voilà, ça a été difficile ce départ aussi, Ouais. où on assiste plutôt à une écriture où le collectif, c'est plus vraiment Elle la est plus ligne dans le truc d'horizon. individuel. Elle C'était un est, traumatisme. voilà, voilà, par Ouais. exemple dans Virgile Non, où elle est avec Manastabal, son guide, et puis elle traverse les limbes de l'enfer, et les limbes Ah de ouais. l'enfer étant, on peut en tout cas l'étendre aux espaces féministes. Il y a Cassandre qui dit c'était une époque fascinante, mais aussi traumatisante au niveau interindividuel. Ben oui, certainement, ouais. Mais après, oui, oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Après, je pense que toutes les époques politiques ont leurs effets traumatisants. Mais Ouais. Alors, au cas où vous lisez, c'est une blague de Camille, hein. Il y a Camille le dernier commentaire, c'est Camille a fait une blague, mais elle adore l'émission, je tiens à préciser. Et donc là, on voit les embrouilles qu'il y a eu à l'intérieur du milieu féministe. Je me demandais quels étaient les rapports de Monique Wittig avec les milieux gays, et est-ce que l'identité gay pouvait porter aussi cette révolution, ou pour elle, non, c'était que les lesbiennes? alors, je connais pas, je n'ai pas d'éléments, hein, sur la vie privée de Monique Wittig. Ouais. Je l'ai rencontrée en vrai 2 fois, mais dans un colloque. Ouais, Voilà, donc je ne peux pas en dire plus là-dessus. d'accord. Après, quand même, ce qu'on peut dire sur le plan historique, c'est que au milieu des années 70, il y a eu la création du Phare, le Front Ouais. homosexuel d'action révolutionnaire, où il y avait Françoise de Bonne, d'ailleurs, aussi, qui est une figure politique intéressante à Mhm. cette époque aussi. Mais nous, on aimerait bien faire aussi un numéro sur le phare, au Ken Voilà, etc. il y a eu, elles ont créé ce groupe qui s'appelait les Marguerites. Mince, je me souviens plus du nom, mais bref, voilà. Donc il y a eu, Rouges, non pas rouge, non. les Gouines Rouges, Les Gouines Rouges. mais après il y en a eu un autre avec Violette Marguerite, je sais plus comment ça Peut-être s'appelle. qu'ils nous aideront dans le chat. Voilà. Donc, il y a eu à un moment donné des coexistences d'espaces militants, mais là aussi, beaucoup de lesbiennes sont parties, notamment en tout cas les lesbiennes politiques, parce que la difficulté avec les groupes mixtes, c'est qu'ils reproduisent une forme d'hétérosexisme aussi Mhm. dans les modalités de la lutte et dans les modalités d'organisation, et un androcentrisme réel dans même les formes de revendication. Ouais. Les hommes gays avec les femmes lesbiennes. Avec les lesbiennes, ça restait des hommes. Ben oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Euh, Si on parle en termes de matérialisme, les hommes gays, effectivement, font partie de la classe des sexes hommes. Donc, sur le plan des rapports sociaux, eh bien, voilà, il n'y a J'ai- pas les mêmes effets. alors, j'avais oublié cette question, mais aussi très simple. Les gasolines, ils demandent? Non. Non, c'est pas ça. Les Gouines Rouges, mais c'était encore un autre. Euh, euh, je me demandais, elle remet aussi en question la notion de patriarcat. Hmm. Et qu'elle trouve que matriarcat, c'est tout aussi. Ni patriarcat, ni Pourquoi? matriarcat. Et ça, c'est aussi un point de vue qui est plus sur le lesbianisme politique, radical, alors que. Mais alors ça, elle partage complètement ça. Tout à l'heure, vous disiez ce qui est formidable dans cette époque-là, et c'est vrai, c'est ce qu'on a voulu aussi restituer dans la pensée Wittig, c'est qu'il y a vraiment un collectif de penseuses, hein. Donc il y a des allers-retours entre les textes, Guillaumin Wittig, Mathieu Wittig, et là, il y a vraiment un lien entre Nicole Claude Mathieu et Monique Wittig. Toutes les deux disent ni matriarcat ni patriarcat, parce que ça soit l'un ou l'autre de ces modèles, en fait,
ils maintiennent cette bicatégorisation sexuée et avec le régime d'oppression qui va avec. Mmh. Voilà. Donc il ne s'agit pas de toute façon de remplacer un rapport d'oppression par un autre, il Ouais. s'agit d'éradiquer les rapports d'oppression. D'accord. Donc Donc oui, on va pas promouvoir le c'est matriarcat ça, parce que, c'est ça. d'accord. Heu, est-ce Ouais. que, là, comme je dis, ça a été une autrice, une auteure assez oubliée pendant, un certain temps. On parlait davantage de Christine Delphi aussi parce qu'elle produisait, aussi de la théorie, politique, elle était plus actuelle, mais j'ai l'impression que ça revient un peu en avant. Comment vous expliquez ça? Est-ce que pour vous, Wittig est toujours utile pour comprendre, le fonctionnement aujourd'hui de la domination, masculine, de l'hétéronormativité, De l'hétérosexualité. de l'hétérosexualité, pardon? Non, mais alors, je pense alors il y a 2 mouvements différents. Je pense que du côté de Wittig, alors il y a eu des allers-retours outre-Atlantique, selon les époques et selon, aussi les disciplines. Ouais. À la fin des années, 90, Wittig revient un peu sur le devant de la scène avec, l'organisation du séminaire, de Sam Boursier qui s'appelait Queer Zone, et avec quand même un colloque à Beaubourg sur les études gays et lesbiennes. Mmh Il mh. faut savoir quand même qu'à l'époque, Pierre Bourdieu coordonne un numéro dans la revue Sociologie qui s'appelle Homosexualité. Il n'y a pas un article sur les lesbiennes. Ah d'accord, Voilà. OK. Bon, bref. Donc, fin des années 90, il y a ce renouveau et en fait qui est porté par des théoriciens, théoriciennes du queer. C'est aussi ça où Wittig va refaire son entrée dans l'espace académique français, mais par le queer. Oui, bah, c'est C'est aussi notamment pour Sam ça. Boursier. Voilà. Sam Boursier qu'on salue, Tout à qui a fait, participé tout à à fait, voilà à et puis à à la cette traduction. voilà, c'est ça et puis après, silence à nouveau, à la fin des années 2000, en 2009, il y a un gros colloque qui est organisé à Lyon, et là, c'est plutôt le champ littéraire qui est convoqué. Donc à chaque fois, il y a une disjonction, Wittig théoricienne, Wittig écrivain Ouais, et là, je me souviens, j'étais à ce colloque, mais là, il y avait, tout le cercle wittigien, mais sur et par la littérature. d'accord. Et ensuite, renouveau, silence. Alors elle a eu quand même une forme de légitimité dans le champ littéraire, mais Ouais. pas dans le champ sociologique. Alors qu'aujourd'hui, je suis complètement étonnée de voir, en gros depuis, 2015-2016, comment Wittig devient tout à fait, banalisé, Oui, on a incontournable, l'impression que c'est normal de dans les la textes théoriques, je vois bien avec mes collègues, est-ce qu'elle avait raison trop tôt? Heu, alors, ça c'est sûr. De toute façon, les avant-gardistes ont toujours raison trop tôt. Ouais. Je suis pas sûre que ça y ait enfin, je pense qu'il y a des lectures partielles de Wittig parfois, D'accord. qu'elle est lue du côté de la norme, alors qu'on n'est quand même pas du côté de la norme, mais bien du système. Après, je pense qu'il y a une autre raison et après je reviendrai sur votre question sur pourquoi renouveau dématérialisme. Mais il y a une autre question, je pense que depuis 2015, il y a eu ce mouvement MeToo qui a quand même, amené, sur le devant de la scène le fait que les violences faites aux femmes sont liées à des, rapports structurels Mmh. et ça a conduit quand même à dépsychologiser les violences. Mmh. Alors pas dans les, cours de justice, pas dans les tribunaux. Oui, Alors dans les tribunaux, on a vu un mouvement aussi quand même qui avance un peu, mais avec une lecture quand même encore très psychologisante. Là, il y a un bouquin qui va sortir d'Amélie Bescon, qui s'appelle «Excuser ou punir», qui va être très intéressant là-dessus, Mmh mh. et comment, les catégories, psychologisantes, emprise, Mmh. syndrome de la Mmh. femme battue et cetera, en fait, en viennent à, réifier, l'idée de la bonne, la mauvaise victime, Ouais. de la bonne, mauvaise auteur. Il faut Bon, s'inscrire dans un récit de la victime parfaite. voilà, c'est ça, avec des figures idéalisées, Mmh. mais quand même, donc voilà, donc il y a du travail à faire avant que le continuum de violence et l'analyse de l'hétérosexualité soient présentes dans les tribunaux de justice, mais quand même, ça a conduit effectivement, je pense, à ce que Wittig soit Mmh. audible dans, cet effet, structurant des rapports sociaux Mmh. liés aux questions de violence. En ce qui concerne le matérialisme, c'est vraiment une question que nous sommes posés à 4, justement, puisque cette anthologie est une demande des éditions CNRS Mmh mh. pour des auteurs qui ont été quand même très marginalisés, pendant leur, trajectoire académique, il faut le Oui. dire, qui ont Ouais. été, renvoyées, perçues comme des militantes, Oui, très décrédibilisées, hein, vraiment. je fais une petite parenthèse parce que maintenant c'est un peu plus «installé» entre guillemets les théories féministes dans le milieu académique, mais dans les années 70, c'était
un champ de bataille. Et d'ailleurs, les féministes dans les années 70 recevaient les mêmes critiques qu'on a aujourd'hui avec les théories antiracistes, avec l'idée de manque de neutralité, Absolument, c'est pas scientifique, c'est absolument. trop politique. Absolument. Voilà, faut Mais rappeler ça, que ce parcours. absolument, années 70, mais au-delà, jusque enfin moi quand j'arrive, Ouais, génération après quand même, je suis inaudible avec, mon sujet sur le lesbianisme. ouais, Pendant mon parcours doctoral, j'ai entendu pique-pendre, j'adore cette expression. mais vraiment, du type, j'allais manger la vache enragée à travailler sur ces questions, D'accord, OK. du type: «Il faut que je me délesbianisme», du enfin, tout un tas de choses incroyables Donc tu et un enjeu de lutte aussi, il y a un j'imagine? enjeu de lutte et je n'avais pas de financement de thèse et après pour avoir un poste, ça a mis 10 ans à avoir un poste parce Ouais, que, ouais, il y a eu un coût réel sur, alors il y a un marché concurrentiel, il était moins important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore plus raidi dans le champ académique, mais au fait, c'est aussi que l'objet n'était pas légitime et en plus traité d'un point de vue théorique wittgenstein sans le dire, ouais. bon. Voilà. Mais quand même, je pense qu'aujourd'hui, effectivement et il y a un renouveau aussi, donc pourquoi, on s'est demandé toutes les 4, mais pourquoi un renouveau de la pen enfin, pourquoi une telle demande Un dans regain un regain d'intérêt. d'intérêt, et je pense que dans la crise politique énorme que nous vivons, dans enfin, l'angoisse politique Mmh. aussi, je pense que toute la pensée, les pensées en tout cas dans les années 90, 2000, 2010, voilà, que moi je qualifie parfois d'un peu d'esthétisante, enfin des pensées, Oui. voilà, et ben, je crois que c'est un peu un temps révolu et qu'aujourd'hui on a besoin de pensées concrètes. Oui, de théorie. Mais ça, c'est quelque chose qu'on rencontre même dans d'autres milieux, moi, dans Oui, oui, l'antiracisme et tout. Et aussi, ce qui me fascine, c'est que j'ai l'impression que les gens découvrent, surtout les nouvelles générations, alors moi, je me place là-dedans, hein, mais que, il y a des questions qu'on se pose maintenant, que les gens ont déjà réfléchi oui, dans les oui, années tout à fait, 60-70. Il y a déjà eu tout des à fait, mais réflexions bien autour sûr, de mais ça. bien sûr. Et j'ai l'impression qu'on renoue Mais avec bien cette sûr, radicalité. sur le débat lesbienne-féminisme, sur les débats sur enfin, sur toute la question sur la racisation et les effets de la racisation, Ouais, sur qu'est-ce que c'est qu'être en position minoritaire. Oui, ouais, oui, oui, tout à fait, ouais. tout à fait. Et ce serait quoi le moi, c'est Pique-pendre. pique-pendre, oui, ils sont sur les mots, moi, parfois, je me dis, quel serait le Ouais. rapport de Monique Wittig avec les théories queer actuelles? Est-ce qu'elle serait en opposition ou est-ce que moi, alors, en lisant Monique Wittig, je vous dis parce que moi, il y a aussi des comme je dis, on a des, streamers, dans notre sein qui, sont sur les questions trans et tout. J'ai l'impression que ça peut être aussi utilisé, Monique Wittig, pour attaquer les personnes trans avec l'idée qu'elle perpétue les catégories de genre et donc ce serait, contre-révolutionnaire. Donc je voulais savoir, Ah ouais, non, pas du tout. Alors là, ouais, vraiment, c'est pas une bonne lecture de Wittig. Elle ouais, perpétue pas mais du tout au contraire, vraiment son travail, à la fois sur la décatégorisation, mais aussi sur ce qu'elle appelle la marque du genre. Alors, ouais. en fait, il y a 2 choses. Il y a un travail décatégorisation de sexe, mais aussi, destruction de la marque du genre, qui est, la marque par lequel, les femmes, sont assignées, en Mmh fait. mh. C'est ce qu'elle Mmh montre, mh. hein, Mmh. voilà. Donc autant les catégorisations de sexe que l'hétérosexualité sont des matraques et la marque, en fait, vient assigner, justement cette, désignation femme. Donc ah non, ça vraiment, Wittig, Oui, peut pas dire ça vraiment pas. ça serait une mauvaise lecture Ah de ouais, oui, parce qu'il y en a, ils diraient: «Ah, mais comme il faut dépasser le genre, faut arrêter de se lancer là-dedans. Si vous dites femme, vous reproduisez les catégories», non, pour non, vous, c'est non. une mauvaise lecture, Ah oui, 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 pas du tout, du tout. Mais après qu'est-ce ce qu'elle serait pense? plus Delphi. Oui, non, mais ça, après, Heu, parce qu'on a déjà oui, parlé oui, non, mais du c'est cas de pas Delphi je comprends et très bien, parce ouais, qu'il y ouais, a beaucoup de personnes, trans dans le public et on a toujours dit, effectivement, sur ces questions, c'est pas ouf. Il y a quand même des choses très, très bien chez Christine Delphi, quoi. Faut pas oui, 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 non, mais c'est bien ça. sûr, Faut pas être un truc: «Ah, tout est à jeter», non, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, non. Elle a des vrais textes, bah, sur l'économie domestique, elle a oui, produit une avancée c'est un tournant, quoi. considérable sur, non, non, mais évidemment, sur ces dialogues d'ailleurs avec les théoriciennes anglophones, c'est un vrai oui, oui. Après je peux comprendre quelques désaccords. Bah, elle voilà, c'est une sociologue, sujet à controverse, mais Mmh, voilà, mmh, mais après c'est intéressant la controverse, ça fait mmh. discuter aussi. Mais quand même, non, non, je dirais pour Wittig, elle s'attaque vraiment à tous les présupposés hétérosexuels dans son Mmh. travail et donc qui dit présupposé hétérosexuel dit, les, enfin, ce qui fonde si c'est, par exemple, tout à l'heure, on parlait de la question de la langue. Ce qui va Ouais, l'intéresser, c'est comment parler une autre langue alors que justement elle est forgée par la langue de l'ennemi ça c'est et c'est la intéressant. Ouais, ces mais réflexions oui! sont comment on pense à travers Comment on la peut langue. penser voilà et donc bah, la langue de l'ennemi, c'est celle justement
qui naturalise, qui oblige de se penser dans l'hétérosexualité. Et elle dit qu'en fait, on est dans un corps à corps avec la langue, d'où le fait qu'il faut brutifier les mots et sortir de ce corps à corps et donc inventer autre chose. Ouais. Alors, à la question, qu'est-ce qu'elle penserait des théories queer? Je ne sais pas, mais par contre, bon, il y a eu beaucoup dans les années 2000 des critiques sur les théorisations queer, dans l'idée, ouais, après, dans l'idée, non, non, dans On est bien, l'idée, on est bien. on est bien, dans l'idée que il y avait une critique qui était plutôt du côté d'une pensée libérale du queer. Ouais, oui. C'est-à-dire l'idée que le queer était un impensé des structures capitalistes, Ouais. justement, un Ah. impensé des rapports sociaux, un impensé aussi des formes de racisation. Hmm. Donc voilà. Donc, alors aujourd'hui, il y a des textes qui se réclament du transmatérialisme, Mhm. voilà, qui croisent en tout cas la question classe aux questions trans, que je trouve intéressant. Bah, c'est Euh, c'est des questionnements aussi au sein même des milieux queer. Il y a certains oui, queers qui oui, critiquent d'autres queers en étant trop libéraux, d'autres qui disent faut pas oublier la question de la classe, l'antiracisme, c'est tout ça, ça. c'est ça. C'est des Euh, débats internes. C'est des débats internes. Après, sur la langue, on me pose souvent la question, par exemple, je ne suis pas sûre qu'elle aurait adopté le YEL. D'accord. Voilà. Ok. Puisque justement, son travail sur les pronoms, dont vous faisiez Ouais. mention tout à l'heure, le travail sur les pronoms, il vient, bon, par exemple, quand elle mobilise le elle pluriel, c'est pour justement désuniversaliser la langue et renverser le point de vue du majoritaire. Parce que l'homme s'est placé en universel. C'est ça. Et le il, elle, pour elle, ça réifie cette Ouais. catégorisation. Et dans Yel, on entend encore une catégorisation. Oui. Donc elle n'est pas là pour en parler, mais Oui, c'est vrai que ça mènerait à questionner, ouais, aussi l'écriture inclusive pour elle, de rajouter. en fait, On refait la dualité. on refait la dualité, on réintroduit même la marque de la sexision. Ouais. Ça, c'est les travaux d'une autre lesbienne matérialiste, c'est Claire Michard, qui est une sociolinguiste, qui a très bien montré ça, Ouais. c'est-à-dire comment la langue est sexisée. Alors, elle est très influencée par Wittig et Guillaumin d'ailleurs, mais c'est-à-dire que cette langue, elle est, ce qu'elle montre, c'est que quand on utilise la marque du E, en fait, ça renvoie à féminin Ouais. et ça renvoie donc à naturaliser la catégorie femme. Mm. Alors après, voilà, mais ne pas la faire exister puisque la langue n'est pas neutre, ça pose aussi question. Mm. Heu, Oui, c'est pour ça qu'on marche un peu parfois sur ouais, la corde raide, quoi. C'est difficile d'allier le fait de défense des catégories qui sont opprimées et en même temps éviter de reproduire ces catégorisations. On a aussi exactement les mêmes questions sur l'antiracisme. oui, 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 Le dépassement de l'identité arabe, noire, un monde où on pense plus comme c'est ça. ça. Et en même temps, Mais en même défendre la temps, dignité des c'est Noirs, ça, c'est Arabes. ça, c'est ça. Voilà, c'est des Absolument, problématiques qui absolument, sont extrêmement absolument. difficiles. Avant qu'on passe à l'autre sujet sur la prison, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées que vous voulez ajouter sur Monique Wittig et le féminisme matérialiste? Et je ne sais pas si on a déjà un petit peu parlé de la différence entre féminisme matérialiste et Oui, oui, féminisme marxiste, on l'a marxiste. dit, me On en a semble. un peu abordé le sujet. Si Hem, j'ai oublié des points, le temps que vous réfléchissez, je fais juste un peu de promo oui, pour le voilà, très livre. bien, Je très, très bien. rappelle qu'il y a tout d'abord ça, qui est une excellente introduction à la pensée de Wittig, parce que ça explore autant les questionnements plus théoriques et ceux plus littéraires, enfin les deux combats de Monique Wittig. Donc, La pensée Wittig, une introduction aux éditions Payot, coécrit avec Sarah Carbagnoli. Il y a celui-ci qui est tiré de votre travail de thèse, Se dire lesbienne, vie, couple, sexualité, représentation de soi. Et je fais aussi de la promo pour le livre Eh ben, bien sûr. de Ah, Monique tout à fait. Wittig, La pensée straight, aux éditions Amsterdam. Et ça se lit super bien, Monique. Hein, Ah, mais moi, je suis d'accord. ouais, je trouve que c'est assez accessible, surtout pour le public qui a déjà, notre chat, qui a déjà l'habitude des théories féministes, LGBT et tout. Ça sera parfait. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées sur ces Ben, questions-là que vous juste, voulez rajouter? on reprécise, puis après on arrête là-dessus peut-être, mais c'est, voilà, quand vous dites, la critique sur Wittig, au fond, Wittig, ce qu'elle montre, c'est au contraire comment la marque du genre déshumanise les femmes. D'accord. En fait, c'est ça son propos, c'est-à-dire et ça revient à questionner, la notion d'humanité. Non. C'est-à-dire que comme, les femmes sont déshumanisées dans la langue, donc elles n'ont pas une position de locutrice de sujet. D'accord. C'est la langue qui parle pour elles. Hmm. D'où le fait qu'il faut constituer une pratique de langage où le «je» soit Oui. désexué, d'où par exemple dans le corps lesbien le J barre E, Oh, le J, ouais, ouais. voilà, Il y a avec aussi une l'idée révolution sur la manière d'écrire, d'écrire. tout à On fait. sort des normes. C'est ça, et avec l'idée d'une réciprocité réelle et non pas voilà, de ce qu'on a vu. Mais en tout cas, c'est évacuer cette souveraineté du sujet Hmm. que
que le sujet genré vient marquer. Mmh. Donc en Mmh. fait, vraiment, donc pour elle, et là voilà, elle le dit, le féminin porte la marque du genre et ne peut jamais être au-delà du genre, dans la mesure où justement le genre dit à tort masculin signifie fondamentalement l'humain en général. Mmh. Donc voilà, donc c'est à travers ce faux contrat social, et ça elle rejoint les analyses de Nicole Claude Mathieu, qui montrent qu'on n'est pas dans un Oui, contrat elle social. reprend le truc de Rousseau sur le Voilà. contrat social pour parler du contrat C'est ça, hétérosexuel. c'est ça. On ne peut pas vivre en dehors de cette langue, on ne peut pas vivre en dehors de l'hétérosexualité. Il n'y a pas un dehors, un dehors et un dedans. D'où le côté totalitaire. Voilà, exactement. Et donc, c'est pour ça qu'il s'agit eh ben, de produire une écriture, un monde où on puisse penser autrement. Et c'est ce que permet la littérature, Et c'est ce que permet, voilà. d'imaginer tout Mais ça. voilà, c'est ça. Non, ce n'est pas fini les gens, on a fini la séquence sur Monique Wittig, sur le féminisme matérialiste, sur le lesbianisme radical. Juste, moi, c'est plus sur les écrits théoriques. Est-ce que vous avez un conseil d'un roman à commencer sur Monique Wittig? Pour ceux qui ont un peu plus de mal pour le côté théorique, c'est lequel pour vous le meilleur? Alors, c'est pas moi pour moi, enfin, ils sont tous très bons. Mais moi, j'adore Paris la poétique, Virgile Non, et cetera, et le corps lesbien. J'adore le corps lesbien, mais je pense que pour, après ça dépend d'où on parle. Voilà. Je pense que si, on est dans un positionnement féministe, Ouais, il faut partir par les guerrières. d'accord. Voilà. Dans un positionnement lesbien d'emblée, le corps lesbien, c'est majestueux. D'accord. Merci beaucoup les gens pour les abonnements, merci pour les bits. D'ailleurs, je refais un petit peu de promo. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à soutenir cette émission. Je peux continuer ce genre d'émission que grâce à vos soutiens financiers. N'hésitez pas à faire des dons, n'hésitez pas à lancer des bits. Et si vous regardez sur YouTube, il y a des liens en description pour soutenir la chaîne et pour soutenir l'Azawa. Vous avez le Tipeee et vous avez le Streamlabs. Merci beaucoup les gens. C'est grâce à vous que je continue ce travail. Alors, on va finir avec un autre domaine, femmes en prison et violences de genre, résistance à perpétuité. C'est une de votre dernière enquête sur les femmes en prison. Déjà, pourquoi vous intéressez à ce sujet-là? Est-ce que pareil, c'est une question politique où on parle très peu des femmes en prison? Et est-ce qu'il y a aussi un côté personnel? Alors, dans le livre, vous répondez, mais est-ce que vous pouvez répondre là un peu? Oui, bien sûr. Alors, la question carcérale, en fait, c'est une question qui est depuis très longtemps dans ma vie, puisque avant d'être sociologue et avant d'être voilà, j'étais militante aussi, et j'ai été militante à Toulouse, à l'Observatoire international des prisons. J'ai été D'accord. militante à ACT UP. Ok, ok. Voilà. Et alors oui, c'est vrai que la prison est un peu entrée dans ma vie malgré moi, mais parce qu'il y a un membre de ma famille qui a été incarcéré. Et surtout, en fait, ce qui m'a intéressée à l'époque, et surtout, et c'était sans doute une question qui était toujours là, c'est que je voulais comprendre ce qui se passait derrière ces murs. Ouais. Bon. Mais après, il y a fondamentalement une question politique. Voilà, ça c'est clair que ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont on... Enfin, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de dire ça comme ça, mais en tout cas, j'ai beaucoup de questions sur les régimes de disciplinarisation des corps des femmes, Ouais. que la question des violences est aussi... Alors, c'est évidemment... Il y a des trames biographiques derrière tout ça, sur Ouais. lesquelles je ne m'étalerai pas forcément, mais, mais en tout cas, la question de l'abus que peuvent subir les femmes et du contrôle que ça crée sur les consciences des femmes, ça, c'est clair que c'est une trame... voilà. Et il se trouve que, donc, voilà, avant d'entrer à l'université, voilà, j'étais avant tout militante anticarcérale, on dirait D'accord, aujourd'hui. ok. Bon. C'est un Euh, fort lieu de politisation de c'est votre un parcours. espace de politisation qui était très important. Oui, oui, tout à fait. Et puis, au cours des années 2015, là, donc il y a 10 ans maintenant, il y a à la fois des effets qui m'ont permis d'arriver sur ce terrain, des effets liés d'ailleurs aussi à la précarité avant d'avoir un poste, Oui. où j'ai cumulé divers emplois, où j'ai fait diverses recherches, et comme pour tous les gens qui sont précaires, on connaît Ouais. très bien tout ça, le nombre de charges de cours, de bon. Ouais. Et puis, j'ai fait des interventions en prison. Alors, c'est vrai que vous avez raison, à l'époque, il y avait, et je dois dire qu'après, j'en suis partie parce que éthiquement, je ne me sentais pas très, très bien. Mais il y a eu des gros financements sur les histoires radicalisation, Ouais. citoyenneté, C'est le truc qui etc. paye. C'est ça. Pour ça, beaucoup de sociologues vont là-dedans parce Et que c'est là où il y a des ben financements. voilà, qui m'a permis d'entrer en prison au sens d'intervention sociale. Mhm. Et puis, de fil en aiguille, j'ai pu
accéder à un quartier femmes. Donc là, j'anonymise vraiment Ouais, exprès. bah oui. Un gros quartier femmes pour des femmes condamnées en moyenne et longue peine et que j'ai rencontré. Et en fait, au moment où je les rencontre, je me dis, mais enfin, ça y est, je vais pouvoir enfin faire cette recherche sur Mmh. les femmes incarcérées. Et au départ, j'avais plutôt des questions sur la question des violences de genre, comment ces violences de genre avaient structuré leur parcours. C'était un peu vague, c'était des questions comme ça. Et puis, j'ai proposé à la directrice de la prison en question de faire une vraie recherche. J'ai pu avoir quelques financements de recherche. OK. Bon, et puis, mes premières donc j'arrive, ça c'était en 2017 dans cette prison et dans les premiers temps, je fais une réunion collective, où je rencontre un certain nombre de détenus. Alors est-ce qu'on dira détenus ou prisonnières? On pourra voir. Et je présente un peu le cadre de cette recherche, et puis très vite, les questions qui se posent, c'est le rapport, à ce qu'on appelle l'évaluation pénale Le parce que récit de soi, le alors, c'est le récit de soi dans l'évaluation pénale, ouais, parce qu'en fait, une fois condamné, eh bien, vous êtes toujours soumis à un système. C'est pas mes mots évaluation, j'aime pas du ouais, tout ce terme-là. C'est ouais. le langage vraiment du management. C'est Bon, vraiment une évaluation, hein. mais c'est On vraiment les une évalue, évaluation, c'est ça, et qu'elles sont soumises à cette évaluation qui n'est pas sans effet, puisque c'est ce qui va conditionner des permissions de sortie, qui va conditionner une oui. conditionnelle, même, voilà, Mmh. etc. Et elles ne comprennent pas ce régime d'évaluation. Donc ça, c'est la première question et qui revient beaucoup, beaucoup. Et la deuxième, c'est les conditions de vie matérielles en prison. Mmh. Dans une prison qui est, et là on en vient à ma critique du capitalisme carcéral aussi, qui est en régulation partenariat public-privé. Qui dit D'accord, public-privé, ça veut dire que tout est délégué au privé, hormis les missions de surveillance. d'accord. Voilà. Ouais. Mais il y a Et il y a plein de sujets qui sont abordés et c'est vrai que l'un des angles principaux, c'est le récit de soi. C'est comment, voilà, vous dites qu'elles sont évaluées chaque fois pour, pouvoir bénéficier des remises de peine. Il y a une sorte de contradiction avec l'idée qu'elles doivent se livrer, elles doivent parler d'elles-mêmes, mais en même temps, et ça, c'est aussi le cas pour les hommes prisonniers, on vous impose une forme de récit où vous devez être le coupable et indépendamment des structures. Et là, c'est aussi ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la justice ne s'intéresse pas le fonctionnement de la société parce que on ne pose pas du tout la question de, par exemple, les violences domestiques qu'elles ont pu subir, leur background et tout. Non, c'est juste qu'elles doivent s'insérer dans un récit et qui est difficile à vivre pour elles, c'est ça? alors, la question qui se pose effectivement pour toutes les femmes que j'ai rencontrées, alors là je parle de femmes condamnées pour de moyenne et longue peine. Qui dit moyenne et longue peine dit entre 10 et 30 ans de peine. Voilà. C'est que, effectivement, cette évaluation demande à travers 3 mots-clés, que j'ai compris, en comprenant le dispositif, hein, mais qui sont, réflexivité, culpabilité et responsabilité. Donc réflexivité, c'est la capacité de dire, comment j'aurais pu agir autrement. Culpabilité, c'est le fait d'endosser sa peine. Ouais, Responsabilité, c'est le fait de se définir comme auteur. ouais. Et donc On impose déjà ça. voilà, mais sans que les personnes aient connaissance de cette grille interprétative. D'accord, OK, ouais. Ouais. Grille interprétative qui est énormément façonnée aussi par, des catégories de psychologie, très normatives, on va dire. Je ne suis pas du tout anti-psychanalyse, hein. Il y a des psychanalystes que j'aime beaucoup, mais Alors, c'est des mais débats que nous, on a ici depuis un an sur la psychanalyse. J'essaie voilà. de montrer qu'il y a des psychanalystes Il y progressistes. en a, il Ils y en sont a. minoritaires, Il y en mais a, il y en a. il y en a, tout à fait, et qui sortent de cette pensée de la différence. Je peux vous certifier, il y Oui. en a, ça c'est sûr. Mais là, en l'occurrence, non, là, c'est des catégories Ouais, très, oui, très oui. normatives. Et donc, quand vous dites hommes et femmes, c'est la même chose, non, c'est pas tout à fait la même chose parce que, alors, ce qui est commun, c'est qu'effectivement, et ça, il y a une vraie question là-dessus, c'est que tout le dispositif d'évaluation pénale est construit à partir de cette dualité auteur-victime. Ouais. Mais dans le cas des femmes, pour toutes celles que j'ai rencontrées, mais je parlerai particulièrement enfin, après, mais pour toutes celles que j'ai rencontrées, eh bien, cette dualité auteur-victime est un piège, là aussi. D'accord. Parce qu'en fait, parce que j'ai analysé les entretiens non pas enfin, je n'ai pas forcé un cadre théorique, c'est par le terrain empirique, hein, que le cadre théorique est Mmh. apparu. C'est que toutes étaient, à l'intérieur d'un continuum de violence de genre. Ouais. Donc continuum de violence de genre, ça veut dire quoi, hein? Ça veut dire qu'il y a, pour toutes les femmes que j'ai rencontrées, elles ont subi
des situations de violence sexuelle Mmh. ou des situations d'abus pour lesquelles elles n'avaient pas forcément les moyens pour nommer les violences qu'elles avaient Oui. subies, y compris pendant le procès, ou alors il y avait une économie morale qui ne permettait pas de les nommer. Hein, Mmh. parce que pour certaines, dire qu'un enfant est né à la suite d'un viol au moment du procès, c'est pas possible parce que c'est le Mmh. déshonneur de la famille pour X raisons. Ouais, Hein. ouais, ouais. Donc, en fait, c'est une palette de comportements, d'abus, de contraintes et d'usage de la force auxquels elles ont été soumises, confrontées, euh, et qui, pour quasi la totalité, n'ont pas été reconnues par les services sociaux, Oui. juridiques, etc., avant le passage à l'acte et Ouais. même ensuite. Donc, On les prend pas en compte dans on ne le le prend pas en parcours, compte. dans la Donc, dans je dirais que cette trilogie de termes pour se reconnaître comme auteur complexifie ce rapport à l'évaluation pénale, Mmh. puisque la situation de victime n'a pas été reconnue. Mmh. Après, voilà. Mais Après, ouais. c'est Parce ça que me quand même, juste, non mais, mais allez, juste, allez-y. c'est que quand C'est même, vous l'invité, c'est vous qui non, avez non, la non, priorité. mais toutes ces séries de violences, évidemment, et ça concerne toutes les femmes. Hein, c'est aussi pour ça que je trouve que ce livre, enfin, en tout cas, cette recherche, elle s'adresse pas que aux femmes Mmh. détenues, mais en fait, d'ailleurs, c'est pour tout le monde. Mais ce continuum de violence, il va affecter tout le long de la vie. Mmh. Voilà. Bah, oui. Donc, dans les manières de produire un récit de soi, c'est Oui. extrêmement compliqué. Oui, oui, beh, ça fait penser, et vous en parlez aussi dans le livre, à la question même de la légitime défense qui était venue sur le Oui. devant de la scène, avec le cas de je sais plus son nom. Jacqueline Sauvage. Voilà, qui avait été, avec, François Hollande. Juste un petit, parenthèse, on en est où sur cette question de la légitime défense? Est-ce qu'elle est prise en compte par la justice ou c'est encore compliqué de parler de légitime défense? Parce qu'on voit qu'il y a des femmes qui ont été enfermées, notamment parce que, elles se sont pris à leur mari qui a été violent pendant des années et des années, mais la justice, ça les intéresse pas, C'est une situation, c'est compliqué, moi je trouve, Ouais. ce débat. Ouais. Et vraiment, je le trouve Ah oui, c'est compliqué. très il y a pas de Parce que, en fait, ce cas de la légitime défense, il pose la question de, au fond, est-ce que les femmes sont des justiciables comme les autres, comme les ouais. hommes? Est-ce que ça veut dire qu'on crée un arsenal juridique spécifique à l'égard des femmes? Mmh Et mh. comment cet arsenal va penser aussi la positionnalité des femmes victimes? C'est un vrai Ouais. débat, enfin, Ouais. voilà. On peut pas s'attendre à la justice actuelle qui réfléchisse à ça. Voilà. Alors, il y a des acteurs du système pénal Ah ouais, qui qui réfl sont de dans cette, voilà, il y a un mois, j'ai fait une formation auprès de conseillères de probation de peine, OK. à partir de ma recherche, sur ces questions-là, à la demande d'un service de formation, de l'administration pénitentiaire. Mais bon, c'est pas majoritaire, hein, Oui, oui. mais ça Mais fait ils plaisir existent. de savoir qu'il y a Ils quand même il existent, y a des personnes qui se posent des questions en ce sens et ouais, voilà, qui ont envie quand même, de penser peut-être autrement le dispositif. ces questions-là. Mais effectivement, d'ailleurs, elles l'ont dit, elles n'avaient pas cette lecture du continuum. Ouais, Et donc, elles restaient butées, enfin butées pas au sens négatif du terme, ouais. mais n'ayant pas les connaissances, elles restaient arc-boutées plutôt sur cette nécessité de reconnaissance de dualité auteur-victime. Oui, il Bon, y a pas une réflexion haute sur les manières autres de c'est penser, ça, c'est ça. ces peines-là, En et tout cas, aucune femme à ce jour n'a été reconnue à l'intérieur d'une situation de légitime défense. Ce qui, faut savoir quand même que ce cadre Mmh. de juridiction, là où il a été reconnu et là où il marche, d'ailleurs, Mmh. et il a été porté beaucoup, par exemple, par les commerçants Mmh. D'accord. qui, voilà, braquage, vol, armée, etc. Il y a eu des cas de légitime défense qui ont été reconnus pour des D'accord. commerçants, par exemple. Ouais, oui. Alors Ah que, bah, ouais, mais c'est les commerçants. voilà, alors que en ce qui concerne les femmes, Ouais, il y a jamais eu, il n'y a jamais eu. Et et ça, moi, je pense parce que. mais et aussi on reconnaît avec la police, hein, Eh ben, bien les sûr. légitimes Oui, bien défense, sûr. Absolument. même dans il me semble que c'est Absolument. possible, 90% des Absolument. cas dans certains cas, alors que Absolument. Absolument. voilà. Absolument. Mais c'est ça qui est intéressant avec, le cas des femmes, c'est qu'il y a une critique sur le milieu carcéral avec l'idée que ça ne prend pas en compte les structures, ça explique pas pourquoi effectivement il y a des délits, des crimes et tout, mais qu'est-ce qui fait quelles sont les structures sociales qui font que certaines catégories de la population ont tendance à entrer dans ces formes de délits? Et on le voit encore plus avec les femmes où c'est énormément lié aux violences de genre qu'elles subissent, quoi. Et Absolument. ça permet Absolument. d'illustrer ça. Absolument. Et dont elles n'ont pas toujours conscience. Oui. Et donc, dans l'ouvrage, j'ai créé là aussi une typologie. J'aime beaucoup faire des typologies. Ah, c'est la socio, hein. C'est ça, c'est ça. Voilà, où j'ai mis la prison, un lieu à soi maudit,
femmes injustement condamnées Mmh. et le troisième, mais on va quand même parler du quatrième parcours sur les Oh, prisonnières je vais politiques, sur la parce qu'il politique. est important. Ouais. Quatrième, c'était, comment je l'avais voilà, des peines inéluctables. Bon et Ouais. dans le cadre, par exemple, de alors le 1er parcours sur, la prison en lieu à soi maudit, c'est le cas de femmes qui, effectivement alors là, j'ai questionné la notion de consentement. Parce que là, Très par bien. contre, il y a eu une évolution de la loi Oui, aujourd'hui sur sur le la question du consentement éclairé, qui n'est pas sans poser de questions, je trouve. mmh. Heu, La notion de consentement, vous voulez dire? la notion de consentement. D'ailleurs, il y a, un article qu'il faudrait peut-être redécouvrir de Nicole Non, ben, bien Mathieu sûr, quand sur céder n'est pas voilà, consentir, concéder n'est pas qui est un consentir. merveilleux article. Comme quoi, c'est des questions qu'on se posait Mais bien déjà. sûr, Ouais. il est fantastique cet article. Et ben, bon, moi je travaille beaucoup sur cet article-là d'ailleurs. Et en fait, elle montre, Mathieu, et c'est exactement ce que j'ai vu dans les trajectoires de ces femmes d'ailleurs, comment il y a des déterminants psychiques et Mmh. sociaux qui en fait amènent à ce que un certain nombre de femmes ne cèdent à des situations de violence. Ça ne veut pas dire qu'elles y consentent. Mmh. Mais alors après, devant une juridiction, Oui. comment on prouve que l'on n'a pas consenti? Ouais. Oui. Et je trouve que dans le cadre actuel de la loi qui a bougé depuis là, octobre, voilà, où on parle de consentement éclairé, qui a élargi la définition du consentement ou du non-consentement, bah, la question à se poser, c'est alors comment va-t-on prouver que l'on n'a pas consenti? Ouais. Bon, donc je trouve que l'entrée par le consentement est un peu compliquée là-dessus, Ouais. et difficile, en tout cas délicate. Et là, en tout cas, dans ce type de parcours, ça concerne un certain nombre de femmes qui, elles, n'avaient pas conscience du continuum de violence dans lequel Ouais. elles se trouvaient et qui, en fait, au fur et à mesure de leur incarcération, parce qu'elles sont coupées de leur monde extérieur, et même par le passage à l'acte, Mmh. ça a arrêté une machine qui, au fond, leur a permis, non pas que je dis que la prison répond à cette... Ouais. mais c'est en fait, ça a coupé cette machine, et pour certaines, en tout cas, dans le refus de continuer cette mécanique. Ouais. Mais paradoxalement, parce qu'elles sont soumises à cette évaluation Mmh. pénale, qui évaluation pénale, par exemple, leur demande de montrer qu'elles sont dans un couple stable, harmonieux pour préparer la sortie. Tout ça pour aussi gagner des mois en moins de prison et C'est tout, pour ça, rappeler quoi. c'est Il y a ça. presque un chantage aussi de: «Eh, soit sur notre ligne à nous pour, sois bien sage C'est pour, ça, d'où le sous-titre résistance à perpétuité, parce que pour celles qui prennent conscience de ces cadres, eh ben, elles vont jouer de ces cadres quand elles le peuvent et quand Ouais. elles en ont les ressources pour pouvoir négocier une fin de peine. Ça ne Mmh. marche pas beaucoup, sachant que pour toutes les femmes qui sont, en tout cas pour des moyennes et longues peines, elles sortent en peine sèche. Ouais, ouais. Quand même. Ouais. Bon, et après, le deuxième parcours, qui était le parcours le plus important, que j'ai appelé injustement condamné, c'est-à-dire c'est pour beaucoup de femmes qui ont le sentiment d'incompréhension totale, qui vont donc être dans des formes très défensives tout au long de leur peine. Qui dit défensive dit avec des formes d'agressivité avec les co-détenus, mais aussi avec les surveillants et les surveillantes surtout. Ça me semble logique même. Moi, Mais je pense oui. que je serais agressif, je serais en prison. C'est ça, et qui voilà. Attends qu'ils soient dociles. C'est ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a des personnes dociles en prison, quoi. Ben, dans le premier parcours, typiquement, elles Ouais. correspondent aux attentes, effectivement, de cette évaluation pénale. Voilà, c'est des parcours, elles sont marquées par une onde sociale très, Ouais. très forte. Et qui dit onde sociale, il faut comprendre, alors là, à croiser avec les rapports de classe. Ouais. C'est-à-dire que pour beaucoup d'entre elles, ce registre, parce que j'ai intégré dans le continuum des violences aussi l'analyse de la division sexuelle du travail Ouais. matérialiste, Ouais. c'est-à-dire ce travail du care, voilà, dans lequel les femmes sont pourvoyeuses de services. Et pour beaucoup de femmes de classe populaire ou sans diplôme, eh ben, leur manière de se définir en tant que femme, ça passe par cette position de pourvoyeuse Oui. et qui les empêche de se penser autrement. D'où le fait qu'elles se retrouvent dans beaucoup de situations où elles cèdent à des situations en fait, de domination et de violence. Ouais. Donc c'est vrai, dans ce premier parcours, elles sont plus dociles parce que prises à l'intérieur de ce cadre aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Vous montrez aussi, il y a les questions de genre. Alors, la question des femmes en prison, elle est moins mise en avant parce qu'elles sont minoritaires dans la prison. Mais justement, le fait qu'elles soient minoritaires, ça amène encore plus de difficultés, notamment parce que Oui. les prisons sont pensées pour les hommes, Tout qui à sont fait. majoritaires, Tout à fait. notamment dans l'accès au Tout à fait. travail. Voilà, Absolument. vous montrez ça très bien. Mais il y a aussi dans le terme symbolique où il y a une forte différence, c'est-à-dire que quand on est un mec en prison, on peut s'en gratifier parfois, alors que pour les femmes, c'est Absolument. beaucoup plus difficile. Absolument. Il y a une forme de gratification. Ah, lui, c'est un bonhomme, il a été en C'est prison. ça. D'ailleurs, Les femmes, ça marche pas, ça. bonne femme, ça renvoie pas à la même chose que bonhomme. Oui. Voilà. Et dans les femmes, c'est vraiment une honte Et- totale d'être allée en prison. Ben, en tout cas, alors par exemple pour celles qui sont aussi prises dans les parcours qu'on appelle liés délictuels, liés au trafic de stupes,
elles occupent pas la même place. Ouais. Donc elles sont aussi dans une division sexuelle, du travail qu'on qualifie de travail criminel, qui est qu'elles sont dans des positions de revente, par exemple, où elles vont subir des agressions sexuelles, où elles ne sont pas directement bénéficiaires du trafic Mmh. et que donc effectivement, ça constitue pas une étape Ouais. dans la carrière, pour Ouais, parler comme ouais, un sociologue, ouais. que je suis. Alors que pour, effectivement, pour, Les pour hommes, des ouais. hommes, ça peut constituer des étapes. Ouais. Donc on n'est pas effectivement, mais là aussi, c'est l'effet des rapports sociaux Ouais, qui va faire que les trajectoires vont pas être les mêmes. oui, c'est pas une honte aussi, d'un homme en prison. Il y a le truc de virilité et donc on peut même se dire socialement en bénéficier socialement, quoi. Alors que pour C'est les ça, femmes, alors c'est que une pour les honte femmes, tout simplement. c'est Une ça, femme ne va pas en prison, c'est voilà. ça, c'est ça. Et j'ai une question faussement naïve, enfin très pour, provoquer la discussion. Je sais que quand c'est des hommes qui vont en prison, c'est les femmes qui assurent les relations avec Ouais, l'extérieur. ouais. J'imagine que c'est le contraire quand c'est des femmes qui vont en prison? Non. Oui, voilà, ça c'est C'est toujours les femmes c'est qui toujours les femmes, c'est les mères, c'est les sœurs, c'est les mères et les sœurs, beaucoup. ouais, Ouais, essentiellement. Quand il y a des hommes, c'est parfois des hommes, soit c'est des visiteurs de prison, c'est l'association des visiteurs de prison, ou alors des partenaires que certaines rencontrent pendant la détention. Mais enfin, voilà, la division de sexuelle du travail est ouais, là parfaitement aussi respectée. ça marche toujours. D'où le fait aussi que les femmes sont plus seules. Ouais, ouais. Et sur l'actualité aussi, ce qui est inquiétant sur les prisons, c'est qu'on parle d'ailleurs de construire de plus en plus de prisons, mais aussi on voit qu'il y a une radicalisation autoritaire et très disciplinaire des prisons. J'imagine que ça se répercute aussi sur les femmes. Il y a aussi un contrôle beaucoup plus agressif sur les femmes en prison. Alors, le fait qu'elles soient justement, alors ça va dépendre des types de lieux de détention. D'accord. Mais dans le lieu de détention où j'ai fait l'enquête, où c'était un grand centre pénitentiaire, où elles étaient, il y avait 90 femmes pour 300 hommes. Effectivement, elles vont avoir un contrôle plus important parce que c'est des espaces plus réduits. Ouais. Mais quand j'ai un contrôle plus important, c'est même dans la circulation des corps. Ok. Par exemple, dans cette architecture là, dans cette prison-là, tout était pensé effectivement pour Ah, la mais c'est- détention homme. Ouais. Et donc, elles, pour se déplacer d'un bâtiment à l'autre, eh bien, elles étaient obligées de passer par des passerelles bétonnées où elles ne voyaient jamais le ciel. Ah oui, Elles d'accord. devaient attendre une surveillante pour aller d'un service à un autre, alors que les hommes pouvaient circuler librement. Oui. Oui. Dans, Relativement plus librement que. dans le centre de détention. Donc effectivement, ce qui était, oui, elles sont tout à fait infantilisées, absolument. Mais voilà, donc ça, c'était très très dur pour elles, Ouais. Donc, dans ce contrôle permanent de la circulation des corps aussi. donc ça amène encore Et, plus de difficultés et et dans le contrôle de leur sexualité, de leur conjugalité, de qui avec qui elles sont, ouais. alors qui fait partie aussi du contrôle des autres communautés en prison, mais qui Ouais. est très massif. Ouais. Et j'ai l'impression que la question de l'observation, il y avait l'organisation observation des prisons et tout, Ouais. j'ai l'impression que c'était aussi très présent dans les années 70, 80, 90, Ouais. notamment avec Ouais. Foucault. J'ai Ouais. l'impression que ça a perdu un petit peu Oui, oui, ah, mais absolument. Ça, moi, ça me frappe beaucoup. Ouais, C'est-à-dire que, bah, il y avait le Génépi, en tout oui, cas cette dernière, avant qu'il ne disparaisse, qui a assuré vraiment un espace militant magnifique sur la question du carcéralisme, ouais, sur cette question-là. Mais je trouve qu'effectivement, je ouais, trouve ça a ça perdu. dommage que dans les luttes à gauche, mais alors après, où sont les luttes à gauche, quelles luttes à gauche en tout cas, il y ait pas un lien vraiment avec la question de la carcéralité. Parce que Ouais, moi, quand j'ai travaillé sur cette question, et même toujours dans le séminaire aujourd'hui, quand on travaille sur ces sujets, on s'aperçoit que la question du carcéralisme, elle est fondamentale pour penser les enjeux mm, politiques de mm, qui est sujet de droit, de qui est sujet pénalisable, mm, de comment on pense une société par ses modalités de ouais. répression, et donc Oui, comment on se pense dans notre société. Enfin, ouais. c'est pas détaché du monde social du tout. Hein. Oui, mais parce qu'en plus, les questions de droit, vous revenez aussi sur la question du travail, tout ça. Mais oui, C'est assez absolument, ahurissant comment ils sont en dehors du droit, quoi. Il n'y a pas absolument, le absolument. SMIC, il y a pas Non, de ça tout à fait, qui est tout en à fait. question. Vous faites aussi une partie sur les prisonnières politiques. Basque. Voilà, est-ce qui elles-mêmes se disent prisonnières Oui. politiques? Pourquoi une partie indépendante entière sur elles? C'est parce que c'est assez spécifique, il y a, Oui, oui. comme elles sont militantes, elles ont aussi un autre regard sur la prison, c'est Tout ça? à fait. Alors pourquoi une partie à part? D'abord, elles ne sont pas soumises à la même juridiction. Elles sont soumises à la loi antiterroriste. Ah ouais?
Et Ah oui. oui, d'accord. Bah oui, c'est les Et Basques. ben, c'est des, Faudrait c'est qu'on fasse voilà. une émission sur les régionalismes. Ah, Ouais. mais c'est pas du Ah régionalisme. oui, Moi, enfin, moi, d'accord. en tout cas, en ce qui concerne les Basques, c'est vraiment, ça a un statut important d'abord, enfin, c'est une histoire politique. Moi, je la D'accord. trouve très intéressante, mais c'est une histoire politique qui est née quand même dans l'antifranquisme, Ouais. qui a continué la lutte armée après la mort de Franco, parce que ce qu'on a appelé la transition démocratique n'était pas aussi démocratique que ça, en tout cas en ce qui concerne ses militants et militantes Ouais. des Pays basques nord et sud. Et en fait, c'est pas pour rien que leur action collective a continué Mmh. jusqu'à la cessation de TA en 2018. Voilà, donc ça, c'est quand même important. Et Ouais. leur définition politique, c'est l'indépendance d'un État, c'est l'autodétermination d'un État. Alors je reformule des émissions avec des indépendantistes. Voilà, ce Voilà, qui n'est pas pareil. voilà. Des Je suis indépendants, d'accord, je voilà. suis d'accord. Mais on Parce que, aimerait beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses à lier avec le décolonial, absolument, voilà. ah bah complètement, bah, totalement. Alors que régionalisme, Oui, voilà, ça a un côté un peu péjoratif, puis ça renvoie un peu un peu région. folklorique, Voilà, alors que c'est pas vous ça. avez vos danses. C'est ça, c'est l'indépendantisme, c'est vraiment une pensée d'ailleurs anticapitaliste, féministe, enfin en tout cas pour les 30 dernières années d'État, Oui, vous montrez ça, il y a une évolution sur ces questions-là. absolument, et articulée avec l'idée de l'autodétermination et bon, nous, on vit au Pays Basque et on voit bien quand même comment cette histoire politique, elle est quand même très présente encore, Mmh. notamment en tout cas dans les formes de solidarité collective, dans une conscience en tout cas des dominations qui est toujours très présente par la construction d'une langue aussi. Ouais. Et c'est pas une langue pour faire folklorique, c'est une langue qui permet aussi l'unité hein, d'un pays. Ouais. Donc, voilà. Donc, je dirais Oui, elles pour étaient sur le truc elles étaient antiterroriste. sur la juridiction antiterroriste. Il faut rappeler que cette juridiction, qui date de 1981, puisqu'avant 1981, il existait en France quand même une juridiction qui reconnaissait le statut d'opposant politique, D'accord. qui disparaît à partir de 81, et qui a, à partir de là, pathologisé l'opposition politique Mmh. en l'en transformant en terroriste. Bon. D'accord. D'où Donc, l'interrogation sur cette d'où notion de l'interrogation et terrorisme, pourquoi ça. elles sont évidemment à part, puisque pour les autres détenus, eh bien, elles étaient des détenus qu'on pourrait qualifier de droit commun. Ça Mmh. n'existe plus comme catégorie juridique, mais pas soumises en tout cas à ce dispositif Mmh. antiterroriste. Voilà. Et donc, avec elles, il y a d'autres. Alors, une chose, c'est que il ne faut pas penser que le continuum de violence de genre disparaît dans la lutte armée. Oui, Ça ne veut pas vous dire nous en que. montrez aussi, oui, Voilà. oui. Mais c'est vrai que c'est Les pas. rapports de genre au sein des organisations Voilà, révolutionnaires, ça c'est existe ça, encore, elles sont c'est ça, pas. c'est ça. Mais c'est vrai que c'est moins central dans ce chapitre, puisque ce qui m'a intéressé, c'est de voir aussi, quand même le livre est centré sur la question de l'évaluation pénale, comment cette évaluation pénale aussi construisait leur parcours. Mmh. Mmh. Sachant que, bon, pour toutes celles qui étaient incarcérées à l'époque, eh bien, elles ont été ensuite extradées en Espagne, Mmh. pour certaines remises en prison en Espagne, pour d'autres libérées définitivement. Donc c'est un parcours quand même qui est très très long. La question que j'ai posée là, c'est quelles étaient aussi les formes de résistance, parce que vous l'avez dit, elles se définissent comme prisonnières politiques, Mmh. parce que aussi leur socialisation politique fait aussi qu'en prison, elles étaient un collectif Oui, elles et qui étaient donnait. unies, Elles étaient unies. ça parle pas aux Enfin, surveillantes, voilà. ouais. Ah, Il y a des trucs un peu, c'est pas que ça parle pas aux surveillances. Alors après, il y a c'est plus hétérogène que ça, ouais, mais en tout cas, c'est qu'il y a une mise à distance voilà. avec l'administration pénitentiaire, en tout cas dans ce temps-là de la peine, et tant que le collectif existait. Ouais. Après 2018, Oui, il y a plus de collectif, ce qui voilà. oui, ce qui a provoqué des divisions, j'imagine. Il y a Cassandre qui demandait qu'est-ce qui a motivé cette évolution, j'imagine, du passage de 81 à le truc antiterroriste, vous savez, ou Ben, alors, là, avant 80, en fait, c'était aussi à la demande des communistes, l'idée qu'il fallait plus qu'il y ait une juridiction spécifique aux prisonniers D'accord. politiques, parce qu'en fait, ils avaient vraiment un régime spécial de peine. OK, Euh, était plus, lourd que Ben, alors, c'était une cour spécifique, d'accord, et c'était en prison, ils avaient droit à des abonnements de journaux, etc. etc. OK. Bon, au fond, cette césure, enfin cette rupture, a fait qu'on a recréé quand même une cour spéciale. Oui, oui. C'est quand même une cour spéciale d'assises.
c'est une juridiction spécifique et au fond, ça a durci les conditions de détention Mmh. puisque, en général, les prisonniers qualifiés de terroristes, ont un contrôle, par exemple, très fort, à la sortie des parloirs, sont incarcérés une fois condamnés, dans des quartiers haute sécurité, ont, une contrôle des parloirs plus fort aussi. Donc Mmh. en fait, ça a conduit à plus de répression Ouais, et moi j'appellerais ça de enfin pas que moi d'ailleurs, Vanessa Kodachuni en parle aussi, oui, de vous la de citez beaucoup. pathologisation, Mmh. en fait, de Mmh. l'espace politique. Oui, et on n'aura pas le temps de discuter de tout le livre, Non, mais non, vous revenez ouais. aussi sur la vie, comment ça rend plein de choses difficiles, notamment aussi, on en a un petit peu parlé, mais sur la manière dont elle se représente en tant que femme, et notamment sur le Caire, et comment ça brise cette image-là. Et donc, c'est difficile de se construire en tant que femme dans ces milieux-là. Aussi, la question à l'éducation, quoi. Celle qui voudrait suivre des cours et tout, ça devient difficile. Euh, alors, il y a tout ça, mais vu que le temps passe, on va pas pouvoir Oui, vous en pourrez lire le livre. discuter. Je vous invite à aller lire. Je refais un petit peu de pub pour le livre Femmes. Voilà, tout est Je le tombé. fais tomber, c'est pas grave. Femmes en prison et violence de genre, résistance à perpétuité, aux éditions La Dispute. Moi, j'aurais une dernière question parce que on va recevoir, mais qui est une grosse question, parce qu'on va recevoir le prochain Talkie Wiwis avec Gwenola Ricordo. Gwenola Ricordo qui est vraiment, c'est ses sujets. L'antipunitivisme, l'anticarcéral, la question de la police et tout, la question de qu'est-ce que c'est la punition. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces travaux? Et est-ce que vous vous inscrivez aussi dans ce qu'on appelle le féminisme anticarcéral? Et qu'est-ce que c'est pour vous être une féministe anticarcérale? C'est 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 une question compliquée. Oui, non, non, je connais très, très bien ces travaux, on a même fait un entretien croisé dans une publication qui va paraître, cette année, dans un ouvrage collectif aux presses universitaires de Rennes. Oui, 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 non, non, je connais bien ces travaux. Je sais pas si je me définis comme féministe anticarcérale. Enfin, d'abord, je sais pas si je me définis comme féministe tout court. oui, bah oui, premièrement. Premièrement, fondamentalement, théoriquement, je suis une lesbienne matérialiste. OK. Voilà, ça c'est sûr. Ouais. Après, c'est vrai, c'est encore, là, voilà, je lis le manuscrit d'Amélie Bescon, vraiment qu'il faut inviter, qui est aussi elle a fait un très beau travail, Excuser ou punir, où elle travaille justement sur cette circulation des idées, y compris féministes, dans le champ de la carcéralité et la manière de se saisir de la carcéralité. Euh, je dirais que là, par exemple, dans ce livre, Femmes en prison et violences de genre, j'avais fini par quel serait le travail juste de la peine. Ouais. Et maintenant, je ne sais plus bien, même cette question, si c'est la bonne question. Ouais. Tellement on est pris à l'intérieur de systèmes répressifs de plus en plus forts, d'une justification constante du capitalisme carcéral à construire de nouvelles prisons, et qu'en fait, avec un délaissement complet des services publics, Oui. et donc de la tâche de l'État, qui devient plus qu'un un État voilà, qui régule et qui contrôle. Ouais. Bon. Disciplinaire. Disciplinaire. Donc effectivement, et quand on regarde en plus même les chiffres du taux de récidive, par exemple, en ce qui concerne les hommes auteurs de violences, la prison ne sert à rien du tout. Oui. Bon. C'est d'ailleurs l'un des grands arguments de Gwenola Ricordo, c'est que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas efficace. Je suis complètement d'accord. Alors en cela, je serais anticarcéral. Ouais. Ça n'est pas efficace et ça, en fait, ça solidifie des États fascistes. Bon. Ouais. Pour autant, je n'ai pas de réponse. Ouais, pas de sur- solution. Pas de solution sur quelle serait alors, quelle serait, s'il y a peine, quelle serait la bonne peine. Ouais. Et par ailleurs, je pense, comme Wittig, qu'une société qui se maintient à l'intérieur de cette division des sexes, eh bien, en fait, naturalise les questions des violences faites aux femmes. Voilà. Et que donc, tant qu'on est dans cette pensée binaire du monde, on va pas en sortir. Ouais. Ouais. D'où le fait que, oui, non, je suis mais voilà, donc comment on pense la justice, ça voilà, enfin, Ouais. ça, c'est des vraies questions. Non, mais c'est bien aussi parfois, moi je trouve, c'est ce qui nous manque parfois de dire. Oui, voilà, par exemple, on laisse Dominique Pellicot dehors, bah, voilà, c'est vrai, c'est Oui. une vraie question. J'ai envie de dire, non, parce qu'effectivement, je comprends, mais je ne sais pas bien si cet homme, par exemple, va bien comprendre, ce qui se Ouais. passe, voilà. Oui, comment Donc, mettre. La comment question, mettre c'est en œuvre une réflexivité Ouais. Et sur mettre hors d'état de nuire certaines personnes. C'est que c'est des questions extrêmement compliquées. En fait, on sait que le système carcéral et la justice, c'est qu'elle fonctionne aujourd'hui. C'est une catastrophe, oui. mais c'est dur
avec ce qu'on a en ce moment, C'est ça. le fonctionnement actuel, d'imaginer une alternative. C'est ça, parce qu'on n'a pas de ligne d'horizon pour se penser autrement. On a quand même un champ un peu obscurci. Ouais, Voilà, avec Wittig, ça fait rêver. ouais, Moi, très franchement, quand on a écrit ce livre, ça faisait rêver. Ça permettait de. Mmh. En plus, c'est le moment aussi, il me semble. Ah non, ça c'était 2024, la dissolution, mais bref. Voilà, ça fait rêver. Mais après, quand on revient au réel social actuel, Mmh. l'horizon émancipatoire, il est quand même pas. Ouais, c'est difficile. Mais pour moi, ça pose aussi d'autres questions. C'est-à-dire qu'avant de savoir comment punir ces personnes-là, il faut savoir quels sont les mécanismes qui permettent à ces personnes-là de sévir et qu'est-ce qu'on peut faire pour agir en amont. C'est-à-dire, moi, Oui, c'est c'est plus la ça, question c'est sur ça. l'antiracisme, C'est de ça, la violence et absolument, tout. Quelles absolument. sont les conditions matérielles qui Absolument. permettraient d'empêcher Absolument, absolument. donc ça mène à repenser pas seulement Absolument. la prison, mais la société, Mais hein. la société dans son entièreté est une société marquée et régulée par des systèmes de violence multiples. Ouais, ouais. Et oui, et on tâtonne, hein, de toute façon, sur la justice alternative et tout. On tâtonne, il faut accepter de tâtonner et d'imaginer. Mais au moins Euh, que la sociologie rentre dans les cours de justice et rentre ouais, du côté des acteurs du pénal, c'est pas mal. oui. Ça serait pas mal déjà. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, Natacha Chetkuti Ostorowitz, Ozorowitz. Je me trompe pas. Je rappelle une dernière fois les livres. Donc, tout d'abord, celui-ci, Se dire lesbienne, vie de couple, sexualité, représentation de soi aux éditions Payot. Je mettrai l'image en mieux sur YouTube. Ensuite, La pensée Wittig, une introduction, coécrit avec Sarah Garbagnoli. Garbagnoli. Si vous avez jamais lu Wittig, foncez dessus, c'est excellent. Merci. Vraiment, c'est court, c'est excellent. Il y a toute la facette et tout. J'ai vraiment adoré. Et ensuite, celui-ci, Femmes en prison et violence de genre, résistance à perpétuité, aux éditions La Dispute. Et j'en profite encore pour ça, parce que Ouais, bien sûr. Monique Wittig, La pensée straight, aux éditions Amsterdam. Est-ce qu'il y a un dernier point que j'ai oublié d'explorer? Est-ce qu'il y a quelque chose, une Non, non, que vous voulez non. faire? Merci Eh ben, beaucoup pour cet écoutez, échange, c'était formidable. merci beaucoup à vous. Merci beaucoup aussi à Milan qui a assuré la réalisation de l'émission. Merci à vous. N'oubliez pas encore, s'il vous plaît, si vous pouvez, de liker, de partager, de commenter cette vidéo. Et si vous avez encore un peu de sous, de soutenir. Donner des sous. Voilà, soutenir Voilà. si ça vous plaît, ce genre de format. Merci à tous. Merci. Nous, on se retrouve demain à 10h où je vais faire un petit live. Et ensuite, vendredi, je l'annonce, vendredi, on a un Zawa Talk. On va parler de logement. Et on va avoir un membre du DAL et un membre de Utopia. On va parler de la crise du logement, des personnes sans domicile fixe et tout. Ça sera sur le Zawa Talk de vendredi. Salut tout le monde. Au Salut, revoir. salut.